Petite introduction, hein. La plupart des recherches, peut-être que vous en connaissez certaines, qui portent sur les jeux vidéo, se focalisent sur ce qui distingue ce nouvel objet médiatique, même s'il est déjà ancien, des autres, c'est-à-dire l'interactivité, le ressort ludique, le gameplay, l'expérience instrumentée, etc., etc. Pour autant, il ne faut pas oublier que les jeux vidéo, c'est un spectacle qui est fait d'images, de sons. Et ce qui se passe à l'écran, ce que voient les joueurs et les joueuses, ce que voient ceux et celles qui regardent aussi jouer, est hyper important. La surface, c'est-à-dire les apparences, c'est-à-dire le visuel, eh ben c'est tout sauf superficiel. Et on a tendance à l'oublier. Elle est même première, la surface, par bien des aspects. Et ce qui se joue sur cette surface n'est pas du tout simple et doit être interrogé. Et c'est de ça que je vais essayer de vous parler. Alors avant d'aborder la question des représentations de genre qui sont véhiculées par les personnages de jeux vidéo, il faut au préalable s'interroger sur la spécificité de ces personnages. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à ceux qu'on rencontre dans les autres médias et dans les autres supports? Dans les jeux vidéo, on rencontre des PNJ, donc personnages non joueurs, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme, et des personnages jouables, donc des PJ. Je les appellerai peut-être PNJ et PJ dans le feu de l'action, c'est possible. Donc je vais m'intéresser aux personnages joueurs. On peut essayer une typologie. En fait, il y a deux cas de figure extrêmes qui se présentent, entre lesquels se situent tous les personnages de jeux vidéo. Vous avez d'un côté les protagonistes que j'appelle, par analogie avec le vêtement, je les appelle en prêt à incarner. Parce que vous rentrez, en fait, c'est des protagonistes qui sont fermés, qui sont finis. Vous êtes invité à vous glisser dedans, dans leur peau, comme si vous enfiliez une paire de gants. Hein. Ça va être, par exemple, allez, je prends un vieux jeu en exemple, Adventure, où on se glisse dans la peau d'un chevalier, qui certes est représenté par un unique carré. Mais il n'empêche que c'est déjà un personnage. Et je peux vous dire que j'ai passé des heures à incarner ce chevalier sans aucun problème. Je peux tout à fait, je suis apte à m'identifier à un carré. Hein, donc voilà, mais ça reste un chevalier. Mais bon, je m'arrêterai là pour le genre pour l'instant. Et vous avez donc de l'autre côté, vous avez donc d'un côté les protagonistes en prêt à incarner et de l'autre côté les protagonistes à co-créer. Alors les protagonistes à co-créer, ça va être des protagonistes qui sont des personnages ouverts, des personnages inachevés, et le joueur est invité à les compléter avant de les investir. Alors ça peut être très modeste, hein, ça peut être on change la couleur du pantalon ou on change le chapeau, mais ça peut être aussi on va jusqu'au bout et on change la taille du nez, la hauteur, je pense aux Sims bien sûr, hein, alors on ne change pas la longueur des ongles, mais on change la corpulence, on change la taille, on change des milliers de choses. Hein. C'est un des exemples les plus forts où on peut vraiment... la couleur de peau, bien sûr. Hein, là, vous le voyez, avec toutes les couleurs de peau qui sont affichées sur l'image en haut à droite. Hein, donc, les visages, enfin, ça va très, très loin hein, donc, dans ce jeu. Dans un cas comme dans l'autre, donc, le joueur ou la joueuse se glisse tout entier dans un corps virtuel. Et cette enveloppe lui permet de se cacher aux yeux des autres, mais aussi de se révéler. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'elle fournit en fait une apparence au joueur, à la joueuse, et elle lui donne accès à des capacités et à des rôles. Donc en fait, il y a deux entités. Vous avez deux entités donc mises en scène. Une qui est à l'écran et l'autre qui est devant. Et cette configuration, en fait, crée une problématique, ça pose la problématique du double et des relations qui vont se créer entre les deux pôles de ce couple. Est-ce que c'est un jeu de miroir ? Est-ce que c'est un système d'écho? Est-ce que c'est une mise en abîme? Est-ce que ces deux entités s'opposent ou se complètent? Est-ce qu'il y en a une qui est première et l'autre qui est seconde? Une qui piloterait et l'autre qui serait derrière hein. Toutes ces questions, en fait, les joueurs ne se les posent pas explicitement, mais nécessairement, elles vont le traverser à un moment ou à un autre. Parce que quand on joue, on est lui, on est l'autre, on a un corps, on a deux corps, on a même plusieurs corps dans certains jeux. Et au moment de l'expérience ludique, il y a un lien particulier qui va se créer temporairement entre le corps de l'individu réel et le corps de l'individu fictif. Le terme qui est employé pour désigner ce lien, c'est le verbe « incarner ». C'est comme au théâtre, c'est comme au cinéma, mais en même temps, la signification, l'acception du terme est légèrement différente. Parce que le principe ici, il est poussé à son paroxysme. Hein. En 1999, un théoricien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Weisberg, a proposé pour décrire l'activité du joueur le terme, un très beau terme, de spectateur. Parce qu'effectivement, c'est un néologisme donc, qui permet de rendre compte de l'association de la posture spectatorielle. On regarde, mais aussi on agit, puisque donc, on est dans l'interaction.
Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin et considérer aussi ce qui se joue du côté des personnages. Et aussi le fait de pouvoir donc, et de plus en plus les créer librement. Le fait d'avoir en cours de partie aussi souvent le choix du point de vue. Est-ce que je suis en vision subjective? Est-ce que je suis derrière lui? Est-ce que je peux être derrière lui loin, derrière lui près? Où je me mets par rapport à lui? Comment je vois ce qu'il voit et comment ça se passe? L'évolution aussi des périphériques d'entrée et de sortie, hein, qui ont un grand rôle à jouer. Tout converge en fait pour aider les joueurs à sortir de leur moi et à aller vers celui de leur personnage, en une illustration quasi littérale du concept d'incarnation. Les jeux vidéo, en fait, ils travaillent à l'abolition de la frontière qui sépare le joueur de son héros virtuel. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que le personnage vidéoludique, bien sûr, il est constitué du joueur, de la joueuse et du héros virtuel. Mais il n'est plus ni l'un, ni l'autre, ni les deux, ni la somme des deux. C'est une sorte d'entremêlement complexe, hein, où démêler le sien du mien, en fait, relève de la gageure. Il est fusion, en fait. Et ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas avant et il n'y a pas ailleurs. Alors, les jeux vidéo aussi, c'est un rêve qui est réalisé, parce que finalement, ils réalisent le grand rêve de tout amateur de fiction, qui est de pouvoir entrer totalement dans le récit. Vous pouvez devenir pleinement le personnage, vous pouvez vous évader de vous-même sans risque de vous perdre, puisque quand on éteindra, on restera soi-même. On peut être un autre, juste pour le plaisir. Et ça, aucune autre forme de récit n'avait encore poussé le rapport au personnage jusque dans ses confins, ni offert autant de liberté. Alors, cela posé, il faut regarder un petit peu, et les images vont arriver, rassurez-vous, il faut aller un petit peu voir ce qui se passe du côté de l'histoire des représentations. Les jeux vidéo ont très très vite proposé aux joueurs et aux joueuses d'incarner des avatars humains et sexués. À partir à peu près des années 80, quand les ordinateurs ont été capables de représenter les corps de façon crédible. Et là, alors, c'est vrai que les personnages jouables féminins ont toujours été moins nombreux que les personnages jouables masculins. C'est encore le cas aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, mais les choses ont quand même un peu évolué. Je vous montre une petite diapositive avec quelques chiffres, hein. Donc c'est une étude de spécialistes qui sont d'un site qui s'appelle Diamond Lobby. Les chiffres sont de 2022. Ils ont analysé 152 jeux majeurs sortis en 2022. Donc dans l'image du haut, vous voyez que 46% des jeux proposent davantage de personnages masculins, de personnages joueurs, hein, toujours, masculins que de personnages joueurs féminins. 28%, c'est l'inverse. Et 26%, c'est à équivalence. Si on est l'image numéro 2, donc je vous montre le sexe des personnages jouables. On voit donc que la majorité des personnages jouables dans les jeux vidéo sont de sexe masculin, 61% contre 39%, donc à peu près 2 tiers, 1 tiers, hein, pour simplifier. Ça a baissé depuis 2021. Bon, ne fallait pas chier, c'est une bonne nouvelle. Et la troisième image, donc on a le cas où vous avez des jeux où il y a un seul personnage jouable et donc on est presque à parité. Donc ça progresse, hein. Bon, doucement, mais un petit peu quand même. Alors, la tendance à la diversité, donc dans les jeux, elle est de plus en plus marquée, mais en même temps, il reste quand même donc un grand nombre de jeux à dominance masculine. En même temps, le quantitatif, ça ne dit pas tout, parce que c'est bien qu'il y ait davantage de personnages jouables féminins dans les jeux, mais ça ne veut pas dire qu'ils échappent pour autant aux stéréotypes de genre. Donc, il faut aller regarder ce qui se passe de près. Et c'est là qu'entre en jeu l'histoire. Nous allons commencer par, pour reprendre une phrase célèbre, c'était il y a très 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 longtemps. En 1980, naissait Pac-Man. Bon, Pac-Man, moi j'ai une grande fan de Pac-Man, hein, je ne suis pas née avec, mais je suis née un peu avant, mais j'ai adoré Pac-Man. Et un an après, Miss Pac-Man l'a rejoint. Alors, Miss Pac-Man, nous sommes en 81, ça a été créé par Midway Games, je les cite afin de, guillemets, remercier toutes les joueuses d'arcade qui ont joué à Pac-Man et l'ont apprécié. Alors, je passe sur le nom du héros. Il s'appelle Pac-Man. Il pourrait quand même s'appeler Pac-Woman. Hein, je ne sais pas, mais bon, ça me semblerait la base. Je passe aussi sur parce qu'on nous dit que c'est une petite enzyme et que c'est pas genré. Bah oui, d'accord, en fait, il s'appelle Pac-Man quand même. Hein. C'est pas moi qui ai rajouté le man. Il y était. Je note des différences fondamentales entre les deux personnages. Hein. Vous voyez qu'ici, nous avons des différences fondamentales. De même, nous avons des différences fondamentales entre le jeu. Hein. Alors, le jeu, bon, faut être honnête, c'est moi qui ai choisi la couleur des labyrinthes. Les labyrinthes changent de couleur régulièrement. J'ai pris un bleu et j'ai pris un rose. Hein, je vous laisse deviner pourquoi. Hein, mais il y a des labyrinthes multicolores. Soyons honnêtes, c'est moi qui triche un peu. Mais voilà, je trouve que les personnages sont quand même intéressants. Hein. Vous remarquez qu'en fait, pour transformer un homme en femme, on a ajouté quelques petits signes visuels. Hein. On a mis un nœud dans les cheveux, on a mis du rouge à lèvres, on a mis du bleu au niveau des yeux, on a mis une petite mouche. Qui
possède tout ça dans les nanas de... Bon, personne, ouais, enfin moi en tout cas pas. Hein, donc bref. Et puis, comme je suis mauvais cheval, je remarque que l'homme est apparu en premier, la femme en second. Pour créer une femme, on est parti d'un homme. Et une femme est une femme, donc si elle arbore évidemment un nœud dans les cheveux et du rouge à lèvres. Et ça me rappelle une vieille histoire, hein, cette histoire de la... Enfin, je sais pas, mais bon, bref, je trouve ça intéressant. Surtout commercialement. Après, vous aurez remarqué la jaquette qui est quand même assez terrifiante. Hein. Là, enfin, la publicité du jeu, hein, où là, c'est à la limite neutre. Hein, et là, bon... Hein, le boa, le rouge à lèvres, le blush, enfin tout y est. Hein. Les talons, enfin c'est encore plus genré évidemment comme souvent que le personnage lui-même. Sautons quelques années et arrivons à un jeu que vous connaissez aussi, qui s'appelle Metroid. Alors Metroid, c'est un jeu de plateforme qui est sorti en 86, hein, c'est un jeu Nintendo, qui met en scène Samus Aran, qui est un personnage en armure qui est présenté comme un chasseur de l'espace. Et il y a 5 fins à ce jeu. Et dans les 5 fins, suivant le temps que vous avez mis pour finir le jeu, si vous finissez en plus de 10 heures, Samus pleure et elle se retourne, hein, ça donne ça. Si vous finissez en moins de 10 heures, elle fait au revoir de la main et elle remue un bras. En moins de 5 heures, elle enlève son casque et c'était une femme. Et si on finit en moins de 3 heures, elle enlève son armure et en moins d'1 heure, elle apparaît en bikini. Voilà. Donc en fait, on découvre, et c'est ça qui est intéressant, on découvre seulement à la fin du jeu que le héros était une femme. Et la surprise est d'autant plus grande que le joueur, stéréotype oblige, s'était imaginé que seul un homme pouvait se cacher sous cette armure, sous une telle armure. Donc l'idée est super intéressante au plan narratif. Elle est un peu gâchée au plan visuel quand même à la fin, hein, mais au plan narratif, c'était pas une mauvaise idée. Donc voilà. Le problème, je trouve, c'est que le corps sexualisé de l'héroïne, il est offert aux joueurs les plus habiles et en guise de récompense. Nous sommes donc là dans un stéréotype. Attention, lumière s'allume, hein, la première, la femme comme récompense. Grand classique. Sautons encore un petit peu et arrivons à 2 icônes que tout le monde connaît, Mario et Peach. Alors, Mario et Peach, bon, ça commence en 85 et c'est toujours pas fini, donc j'ai pas de date de fin. Mario, donc, que je ne présente pas, hein, mais petit, dodu, moustachu. C'est pas un Adonis quand même physiquement, Mario. Hein. Enfin bon, éventuellement, on pourrait le rattacher à une virilité ouvrière des années 30 à peu près, hein, s'il fallait le rattacher à quelque chose. Mais voilà. Mais en même temps, c'est un héros. Il est courageux, il est habile, il est puissant, il lutte souvent seul contre des gens très puissants et plus puissants que lui, etc. Et puis il est protecteur. Et ça, attention, stéréotype numéro 2, le stéréotype de la masculinité paternaliste. Hein. Donc Mario, c'est un héros, mais voilà. Et puis nous avons Peach. Alors dans les jeux de Mario, attention, de type plateforme, pas les autres, Peach est très rarement jouable et elle se fait presque toujours enlever. C'est pas le cas dans 3 jeux, parce que je sens qu'il doit y avoir des gens qui connaissent leur Mario sur le bout des doigts. C'est pas le cas dans Super Mario Bros 2 de 88, c'est pas le cas dans Super Princess Peach de 2006 et c'est pas le cas dans Princess Peach Showtime de 2024, celui de cette année, mais qui est très particulier. En tout cas, notre fameuse Princess Peach est un bel exemple du stéréotype de ce qu'on appelle la demoiselle en détresse. Hein. Je ne sais pas si vous avez joué comme moi à Donkey Kong du temps où Peach ne s'appelait pas encore Peach. Elle était donc capturée par un méchant gorille qui l'emmenait, qui s'appelait Kong, je crois, en haut d'une sorte de plateforme et elle n'était pas attachée, elle n'était pas accrochée, elle pouvait partir, mais elle bougeait pas. Elle attendait patiemment Mario vienne la chercher. Hein, et évidemment, le gorille l'emmenait à chaque fois dans un niveau suivant. Bref, Peach, c'est une victime. Elle assume son sort passivement. Elle n'essaye pas de se libérer. On l'enlève comme si elle était un objet, donc un objet qu'on peut posséder. Elle a été volée, comme un objet peut être volé, et elle attend que Mario, donc qui a le beau rôle, vienne la sauver. Donc Mario est sujet, Peach est objet. Elle est aussi l'enjeu d'une bagarre entre Mario et Bowser. Elle est un prix à gagner, elle est une récompense. Hein, voilà. Il n'empêche qu'elle est l'unique personnage jouable de 2 jeux sur console que je voudrais vous montrer un petit peu. D'abord, le fameux Super Princess Peach, sorti en 2006. Alors, l'histoire se passe, attention, sur l'île des émotions. Mario, Luigi et Toad ont été enlevés par Bowser. Peach, sa robe rose et son ombrelle, qui s'appelle Perry, partent à l'aventure pour les délivrer. Alors Peach, elle peut sauter, elle peut donner des coups de parapluie, elle peut attraper ses ennemis, elle peut les lancer. Et vous avez des icônes qui permettent de changer son humeur. Il y a 4 possibilités, la tristesse, la colère, la joie, la sérénité, qui lui confèrent des pouvoirs qui lui permettent de franchir les obstacles et de vaincre ses ennemis. Bon, ça c'est le descriptif. Analysons un petit peu tout ça. Quand le jeu est paru, il a été quand même critiqué pour son caractère sexiste. Hein. Les gens n'ont quand même pas les 2 yeux dans leur poche. Mais au-delà de la représentation du personnage, vous aurez quand même noté le ridicule et l'irréalisme de son armement. Hein. Un parapluie, bon, ok. Hein, même s'il est pointu, du moment qu'il n'est pas bulgare, c'est pas dangereux.
Et pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas le parapluie bulgare, c'est un truc d'espion de la guerre froide. Vous aviez au bout des parapluies une seringue, et donc on plantait la seringue dans le mollet de l'ennemi et on lui injectait un poison et il y passait. Voilà, c'était ça le parapluie bulgare à l'époque. Donc bref, aparté. Donc je reviens à son parapluie. Donc, en fait, on a un stéréotype bien éculé ici qui consiste à considérer les émotions et leur expression comme étant l'apanage du genre féminin, parce que, n'est-ce pas, les hommes n'ont pas d'émotion. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les aime. Hein, ils n'ont aucune émotion. Hein, et voilà. Donc, c'est le domaine des femmes, les émotions. Et on peut même extrapoler. Les émotions des femmes seraient dangereuses, puisqu'elles lui permettent de lutter. Mais on peut aussi se dire qu'apprendre à contrôler ses émotions, puisque c'est le propos du jeu, rend plus fort. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les jeux vidéo, rien n'est jamais simple. Hein. Ça va dans un sens, mais ça peut aussi aller dans l'autre. Tout dépend aussi de comment on le perçoit, comment on le joue, comment on le ressent. Hein. Alors, Princess Peach Showtime, c'est celui qui est sorti cette année. Hein. Il est sorti en 2024. C'est un jeu d'aventure-action qui est à destination donc, des enfants et puis des joueurs occasionnels. Et dans ce jeu, Peach doit sauver un théâtre qui a été envahi par des personnages maléfiques. Et elle va endosser 10 rôles différents que je vous ai mis sur la diapo, mais ils ne sont pas classés, il n'y a pas d'ordre, hein, pour les combattre. Alors vous avez certains de ces rôles qui sont stéréotypés, plutôt en haut, et contre-stéréotypés qui sont en haut, et des rôles qui sont stéréotypés que j'ai mis plutôt en bas. Hein. Vous avez remarqué la sirène, la patineuse sur glace et la pâtissière, hein, qui me fait penser à Bonne Mine dans Astérix, mais bon, sauf la corpulence, mais l'espèce de rouleau qu'elle tient, enfin de truc pour faire la crème. Donc elle va endosser ces 10 rôles différents. Alors, c'est des rôles. N'oublions pas aussi qu'il s'agit de sauver un spectacle. Hein, dans un jeu de Mario, lui, il n'a pas besoin d'endosser un costume pour se battre. Hein. Il se bat, il reste lui-même. Dans Princess Peach Showtime, Peach aussi, elle n'affronte pas ses ennemis au corps à corps. Elle se bat avec une sorte de ruban magique, hein, parce qu'elle n'est pas dans le corps à corps. Elle ne touche pas, quoi, si vous voulez. L'ennemi, elle ne frappe pas, elle ne cogne pas. C'est une femme. Hein. Elle gagne aussi des étincelles et des rubans pour sa robe. Hein. Et puis elle se bat aussi à l'intérieur, tandis que Mario, il se bat à l'extérieur. Et ça, c'est un stéréotype féminin classique. Les femmes sont cantonnées à l'intérieur et les hommes sont cantonnés aussi, parce que du coup, ça leur interdit l'intérieur. Hein. Ils sont cantonnés à l'extérieur. C'est-à-dire comme si on ne pouvait pas partager des espaces équitablement. Mais bon, bref. Donc, en gros, elle doit aussi sauver un spectacle. Alors que Mario, lui, il doit quand même sauver le monde. On ne joue pas dans les mêmes cours. Hein. Et dans ce jeu, elle est aussi la seule protagoniste. Il n'y a pas de Mario, il n'y a pas de Luigi. Comme ça, il n'y a pas de concurrence. Hein, elle ne risque pas de leur faire de l'ombre de cette façon-là. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire en progrès, mais peut mieux faire pour ce jeu. Hein, mais bon. Alors, il y a quelque chose qu'il faut poser à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant et le sexisme hostile. Hein. Vous avez Dardenne et d'autres collègues qui ont posé ça en 2006. Le sexisme bienveillant, je le cite, c'est une attitude au premier abord positive, chevaleresque, qui idéalise les femmes tout en les traitant avec condescendance. Au second abord, cette attitude maintient les femmes dans une infériorité de rôle et de statut. Ça va être quand vous faites un compliment, par exemple, hein, ou qui peut être toujours à double... qui vous rabaisse d'une certaine façon, même s'il est censé être... Et puis, vous avez le sexisme hostile, qui est un ensemble de comportements et d'attitudes de domination ou de supériorité masculine et une forme hostile de sexualité. Je citerai un exemple. Dans, par exemple, GTA 4, le héros peut récupérer des points de vie en payant une prostituée et il peut la tuer juste après pour récupérer son argent. Bel exemple de sexisme hostile. Hein. Passons en 91. J'avance doucement, mais sûrement. Vous vous souvenez, d'ailleurs, j'ai vu qu'il était en accès libre là, dans le festival, hein, de Street Fighter 2, hein, qui était vendu avec la SNES. Et vous aviez un karatéka avec lequel j'ai beaucoup joué, qui s'appelait Ryu. Et il a une veste de kimono qui est dépourvue de manches. Alors, je ne sais pas si... moi, j'ai fait longtemps des arts martiaux. Je peux vous confirmer que tous les kimonos ont des manches. Hein. C'est même bien utile, les manches. Ça protège un petit peu, quand même. Et les manches, elles croisent... Enfin, le kimono, il croise si bas que quand il est de face, on aperçoit ses abdos. Ben non, un kimono, ça croise ici, à peu près. Enfin, ça reste décent, quoi. Hein, donc, voilà. Il a aussi plusieurs... Ça permet de voir les tablettes de chocolat, aussi. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a ce kimono-là. Bref. Les hommes comme les femmes sont stéréotypés, hein, tout le monde en prend pour son grade. Et vous avez, je l'ai mis en face de Chun-Li, qui est le premier personnage féminin de la série de ces jeux vidéo. C'est une combattante chinoise, donc elle est dotée de cuisses de compétition, vous pourrez le constater en essayant le jeu. Hein. Et sa petite culotte apparaissait épisodiquement, hein, notamment lorsqu'elle effectuait son fameux coup du tourbillon, où elle est à l'envers. Voilà, c'est l'image que j'ai mise. Donc elle tourne ses jambes comme des pales d'hélicoptère et elle désigne tout ce qu'il y a sur la route avec ses jambes qui tournent. Et
donc voilà, alors ça faisait partie du jeu d'apercevoir cette fameuse petite culotte. Je sais que c'est un vieux fantasme japonais connu, il n'empêche que c'est plutôt un fantasme masculin, parce que nous, la couleur de la petite culotte, enfin moi personnellement, je m'en fiche, je joue à un jeu de combat, c'est pas pour apercevoir la couleur de la petite culotte de l'héroïne. Bref, je crois que je vais vous montrer, je suis à combien là? J'ai un peu de temps, du coup? Oui. Je voudrais vous montrer un petit extrait. Je résiste pas. Alors, il est un peu vieux déjà, mais il est croustillant. C'est un petit extrait d'un jeu qui s'appelle Dead or Alive. Allez, on ouvre. Voilà. Et il est... Alors, je ne sais pas si on aura le son, mais c'est pas grave. Ah zut, on ne le voit pas. Merde. Ah. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? Ah, je ne sais pas comment on peut voir ça. Ça, je ne sais pas faire. Si quelqu'un sait me basculer sur le deuxième écran... Je le fais juste ici sur le côté. C'est pas le bon côté. Hop, c'est de l'autre côté. J'utilise jamais. Tu viens ici, toi. Bon, attends. Je vais le rouvrir et le mettre de l'autre côté. Il doit être à droite, le deuxième. Hop. Voilà. Alors, par contre, je ne peux plus l'agrandir. Ouais. Bon, je vois pas ma souris. Je vois pas ma souris. Bon, écoute, vas-y, si tu sais faire. Ça, c'est des trucs que j'utilise jamais. Mais c'est pas grave, Vas-y, attends. Peut-être que là, tu peux aller avec ta souris jusqu'à... Attends, on va y aller. Hop, voilà. Voilà, voilà. Merci, à deux, on y arrive. Voilà. Alors, je vous laisse regarder un petit bout de combat. Après, je demande la couleur des culottes. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vois que tout le monde l'a vu. J'avoue que j'ai un faible pour le rebond des seins. Il y a un moteur graphique spécial, rien que pour faire rebondir les seins. Putain, elle ignore l'usage du soutien-gorge de sport, quoi. La nana. Alors attends, comment je reviens sur mon autre écran, du coup? Toi qui sais, Clémence, parce que j'ai besoin de mon PowerPoint à nouveau. Ouais. Si je repasse en présentation, attends, c'est en bas. Donc, ici... Ah, génial, merci. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez vu le truc. Hein. Alors, vous faites la petite culotte? Absolument, Rose, bravo. Vous êtes trois à avoir gagné. Elle est effectivement rose. Bon, c'est sûr que quand on donne un coup de pied à la tête avec une jupe fendue jusqu'aux oreilles, forcément, il y a des conséquences. Donc, voilà. Donc ça résume assez bien les choses. Allez, un grand classique quand même, Lara Croft. Hein, ça a commencé en 96. Là, vous avez toutes les Lara Croft jusqu'au dernier Lara Croft, hein, donc sauf erreur de ma part. Donc, que vous voyez l'évolution, notamment de la poitrine, hein, qui suit les modes en fait, parce qu'il y a une mode pour la taille des seins. Hein, donc vous voyez que ça suit. Alors c'est vrai qu'au début les seins ils crevaient l'écran. Hein, ils étaient, d'autant plus qu'ils étaient très, enfin les définitions étaient moindres, donc c'était très pointu et très agressif. Ça s'est un peu calmé. Elle est moins bimbo qu'avant, mais vous noterez, ben voilà, moi j'ai un faible pour les porte-jartelles. Alors oui, non, c'est pas des porte-jartelles, c'est les lanières de Holster. Mais enfin, c'est quand même aussi des porte-jartelles. Hein. Vous regarderez, vous vous souvenez quand elle jouait au début, quand elle courait au début, elle avait les deux flingues comme ça. Elle courait en remuant, en tortillant des fesses avec les deux qui courent. Avec les bras en l'air d'abord et avec les deux pistolets comme ça. Enfin, on court comme ça, on court pas comme ça. Quand elle s'arrêtait toujours les jambes écartées, vous étiez derrière. Enfin, j'ai eu une expérience un jour d'un collègue qui n'a pas osé rentrer dans une pièce parce qu'il y avait du bruit bizarre qui en sortait. Et en fait, à l'intérieur, l'autre collègue était en train de jouer à Lara Croft. Et c'est vrai que quand elle pousse des petits rochers, il y a des bruits très bizarres. Donc, bon, Lara Croft, c'est tout un poème. Elle est à la fois stéréotypée au féminin et au masculin parce qu'elle est hyper puissante, elle est active. Mais elle est aussi, c'est une bimbo. Bon, mais ça s'est calmé. Hein. Il y a eu une évolution donc, sur le plan vestimentaire. Vous remarquez quand même que la tenue, elle est quand même de plus en plus adaptée aux activités qu'elle doit mener. Et puis, bon, c'est plus la bimbo du départ. Quoi. Il n'empêche qu'il reste quelque chose de troublant, c'est qu'elle reste jeune
et jolies. Et ça, c'est un vrai stéréotype. Hein, les femmes dans les jeux vidéo sont quasi toujours jeunes et jolies. Le jour où vous en verrez une, alors, c'est pas que j'appelle nécessairement ces personnages de mes voeux, mais il faudrait qu'il y ait un petit peu de variété. Hein. Et si on a des hommes, on a parfois des hommes qui sont un peu âgés, il y en a même des un peu crado. Hein. Trevor dans GTA 4, il n'est pas très génial, hein. Enfin, il n'est pas tentant, quoi. Hein. Mais des femmes, ben non, il n'y a pas. Donc, il y a une vraie inégalité sur le point. Allez, un petit coup de Bayonetta. Autre figure vidéoludique phare, mais c'est un cas à part, Bayonetta. Parce que Bayonetta, c'est une sorcière qui parfois se déguise en nonne et qui aime les sucettes. Elle est agile, elle est rapide, elle est surarmée, elle est toute de cuir vêtue. Hein. Donc elle a une tenue de dominatrice sadomaso, pour dire clairement les choses. Et en cours de partie, elle est dotée d'une gestuelle particulièrement ambiguë, c'est montré d'une façon qui flirte avec la pornographie. On a des vues imprenables sur ses fesses, sa poitrine, son entrejambe. Et quand elle utilise une compétence qui s'appelle apothéose, ses cheveux la découvrent, parce qu'il la couvre, et donc il la découvre et on voit son corps quasiment nu. C'est une héroïne donc qui est puissante, qui a un physique très irréaliste, et qui est outrancièrement féminine. Elle incarne ce qu'on nomme le camp. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un terme qui est apparu dans les années 60 et qui désigne une esthétique qui joue sur l'exagération, sur l'ironie, sur l'artificialité, la théâtralité et aussi un peu l'excentricité. Le personnage de Bayonetta, ainsi, il est parfois récupéré par les féministes parce qu'il surjoue la féminité et il illustre le fait que le genre, comme l'explique Judith Butler dans Trouble dans le genre, en fait est performant, c'est-à-dire qu'on joue son genre, on joue à être une femme, un homme, voilà. Et Bayonetta donc exprime ça. Alors je passe maintenant à quelques figures masculines, il en faut aussi. Donc Kratos, je vous ai indiqué les jeux et les noms, Kratos de God of War, Chris Redfield et War. Et sur le plan des stéréotypes, donc les hommes ne sont pas en reste, comme vous pouvez le constater, c'est toujours le même schéma. Ils sont grands, ils sont forts, ils sont musclés, ils ont l'air déterminés, ils ont l'air agressifs. Vous noterez l'expression particulièrement déterminée de Kratos, qui n'a pas l'air commode du tout. Vous noterez le volume des bras aussi de Chris Redfield, qui a d'ailleurs triplé, comme le faisait remarquer Marion Coville, entre 2000 et 2009. On se demande ce qu'il a pris entre-temps pour en arriver là. Ça ne fait pas très naturel. Bon, bref, voilà. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour War, dont la tête est plus petite que les biceps quand même. Voilà. Alors, il y a d'autres types de héros, notamment dans les jeux indépendants, mais c'est ce modèle de masculinité, malheureusement, qui domine encore souvent dans les jeux mainstream. Donc, pour résumer, on a des personnages presque toujours armés. Vous avez un chercheur qui s'appelle Klein, qui parle de masculinité militarisée. Les corps sont athlétiques, puissants, exagérément musclés. Bon. Les tenues mettent en valeur ces corps et les représentations, globalement, pour les hommes, sont plutôt amélioratives. Et du côté des femmes, elles sont représentées de façon hypersexualisée, avec des tenues plutôt légères, suggestives, souvent ridicules, inadaptées généralement aux activités exercées. Vous avez donc des armures masculines contre, si je montre par exemple ceci, armure masculine, vs armure féminine, de même niveau, deux elfes de même niveau dans World of Warcraft, deux elfes de la nuit. Donc d'un côté, vous avez une armure qui cache et qui protège, et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle un bikini en côte de maille. Je vous souhaite bien du plaisir si vous allez au combat avec ça. Ça protège de rien du tout, et ça révèle et ça expose. Voilà, il y a un très joli, c'est Quentin Levan dans Le Monde qui écrit ça. Le médium vidéoludique regorge d'exemples où les aventurières combattent dragons et griffons vêtus d'un simple soutien-gorge en métal, là où les aventuriers affrontent les mêmes créatures en armure intégrale. Donc globalement, pour les femmes, les représentations sont souvent dévalorisantes. En même temps, depuis une dizaine d'années, les choses changent. Dans les deux derniers God of War, de 2018 et 2022, Kratos, comme le remarque Jordan Martel-Lané de Sciences Po dans son mémoire de M2 qu'il a soutenu lundi dernier, j'ai eu la chance d'être dans son jury, God of War, donc Kratos, apprend à exprimer ses émotions. Donc on progresse. Les jeux aussi proposent davantage de personnages féminins. On peut maintenant choisir couramment le genre de son avatar. Vous avez aussi des héroïnes qui apparaissent, qui sont bien différentes des modèles que j'ai montrés jusque-là. Je vous citerai par exemple Ellie de The Last of Us, qui est un jeu d'aventure-action de type Survival Horror. C'est une adolescente de 14 ans, c'est une orpheline, elle doit survivre dans un monde infesté de zombies. Et elle s'est endurcie, elle a appris à se servir des différentes armes, couteau, arc, pistolet. Je vous ai mis aussi Maxine de Life is Strange, c'est un jeu d'aventure qui est très chouette d'ailleurs. Elle est étudiante en photographie, c'est une geekette, plutôt introvertie, timide, intelligente, réfléchie, courageuse.
Et elle découvre au début du jeu qu'elle a la capacité de remonter dans le temps sur de courtes périodes. Elle va s'en servir pour résoudre des énigmes, notamment sur la disparition d'une autre étudiante. Les points communs de ces deux jeux: des corps de jeunes femmes réalistes qui sont vêtues simplement, t-shirt, jean, basket, et elles sont moins stéréotypées et elles sont plus riches. Enfin, on y arrive. Alors, en même temps, le sexisme résiste, et il y a des loupés. Par exemple, là, je vous montre Lost Ark en 2018, où c'est exactement les mêmes stéréotypes que c'est un MMORPG, les mêmes stéréotypes qu'on a dans les jeux d'action RPG classiques. Donc ça ne bouge pas vraiment de ce côté-là. Et mon entre guillemets préféré, avec d'énormes guillemets, Stellar Blade, sorti exactement cette année, en 2024. Alors, Stellar Blade, c'est un jeu vidéo d'aventure-action à la troisième personne qui a été développé par un studio sud-coréen qui s'appelle Shift Up. L'histoire se déroule sur Terre, dans un univers futuriste, à la suite de l'invasion de notre planète par des extraterrestres. L'héroïne, donc, que vous avez à l'écran, qui s'appelle Eve, c'est une soldate, elle est agile, elle est bien armée, et sa mission est de sauver la Terre. Et elle a été créée à partir du scan corporel d'une mannequin sud-coréenne que voici, qui s'appelle Shin Jae-eun, j'espère que je prononce correctement son nom. Alors le jeu a quand même fait polémique à sa sortie, parce que sa jouabilité est appréciée, mais enfin, regardez quand même les images. L'héroïne est hyper sexualisée. Ça n'a pas des records. Regardez les poses, on voit les entrejambes, on voit les fesses. Enfin, tout est fait pour mettre en avant son corps, quoi. Combinaison moulante, elle a une poitrine qui est montée sur ressort. Enfin, la caméra, les angles sont toujours bien choisis. C'est une illustration parfaite de ce que Laura Mulvey a nommé le male gaze. Donc le fameux regard masculin. Donc on a un personnage qui visiblement a été pensé, guillemets, c'est une citation qui n'est pas de moi, pour satisfaire les pulsions voyeuristes des hommes hétérosexuels. Le cas est bien différent de celui de Bayonetta, parce que le corps de Eve, contrairement à celui de sa consoeur, il est issu du réel. C'est pas du tout le même. Et les mensurations aussi sont en totale inadéquation avec ce qu'on lui demande de faire. Elle n'a pas des mensurations de sportive, elle n'a pas des mensurations de soldate. Elle ne tiendra pas une demi-seconde en face de n'importe quel combattant. Heureusement, il y a aussi des réussites. Donc j'en citerai une, c'est Aloy. Alors je sais pas, j'ai jamais su si on prononçait Aloy ou Aloy. Moi je dis Aloy, mais bon, Aloy. Allez, disons Aloy, c'est plus joli. Donc Aloy, qui a été développé par un studio néerlandais, Guerrilla Games, et édité par Sony. C'est deux jeux qui ont eu beaucoup de succès, commercial et critique, et c'est devenu du coup, ce personnage, une icône de la marque PlayStation. Le premier jeu est de 2017, le deuxième est de 2022. Ce sont des jeux de rôle et d'action en monde ouvert. L'histoire se déroule dans le premier aux États-Unis, dans le futur. La civilisation humaine s'est effondrée, celle qu'on connaissait, et l'univers est dominé par des créatures mécaniques et robotiques. Et Aloy, donc, est une chasseresse qui part armée de son arc à la recherche de la vérité et de son identité. Dans le deuxième, c'est à nouveau une lutte contre les machines, cette fois-ci dans une Californie post-apocalyptique. L'objectif est de sauver l'humanité, et donc c'est toujours une aventurière, une combattante, une lanceuse d'alerte écologique, indépendante, stratège, enfin bref, un personnage complexe. Donc ça bouge. Et maintenant, un petit tour pour voir un peu ce qui se passe au niveau des personnages LGBTQ+. Alors, c'est une question qui mériterait une conférence à elle toute seule. Mais si on regarde... Alors là, je n'ai pas voulu apporter d'images parce qu'elles sont trop... Bon, bref, pénible. Au début des années 80, les premières représentations des personnages LGBTQ+, quand elles existent, elles sont rares, elles sont maladroites, elles sont dégradantes. Généralement, c'est des personnages non jouables aussi. C'est aussi pour ça que j'en ai pas mis en image. Ils sont ridicules ou ils sont méchants. Et dans les années 90, il y en a de plus en plus, mais toujours dans les rôles secondaires. À partir des années 2000, ça commence à bouger. Arrivent des jeux qui permettent aux joueurs de décider de l'orientation sexuelle du personnage qu'ils incarnent. C'est le cas, par exemple, dans les Sims, mais aussi dans Mass Effect, dans Fallout New Vegas, dans Dragon Age, ou bien encore dans la série Fable, par exemple. C'est une tendance qu'on nomme le gay window gaming. Ça permet en fait de proposer aux joueurs d'incarner des personnages LGBTQ+, mais ça ne leur impose pas. L'idée, c'est d'attirer les joueurs LGBTQ+, sans s'aliéner les joueurs hétérosexuels ou homophobes. Et donc commencent à arriver ensuite des personnages joueurs explicitement, seulement ensuite, des personnages explicitement bisexuels, homosexuels ou trans. Alors, il y a quelques exemples emblématiques. Excusez-moi, mais j'avais une petite agrafeuse qui ne permettait pas de tout agrafer en même temps. Et donc, alors, voici par exemple, là je vous ai mis, est-ce que c'est la bonne diapo? Tiens.
Oui, j'ai l'impression qu'il me manque une diapo. Si, c'est bon. Voilà, c'est Alex que je cherchais, de Life is Strange. Hein. Donc Alex, l'héroïne, elle est ouvertement bisexuelle. Au joueur de décider si elle aura une relation avec un homme ou une femme. Mais en même temps, c'est une bisexualité qui est le prolongement de la tendance précédente, le fameux gay window gaming dont je viens de parler. Quand on prend Ellie, que j'ai mis juste au-dessus, donc on la trouve en 2014 et puis ensuite en 2020. Dans la série The Last of Us, on apprend l'homosexualité de Ellie, le personnage principal, dans une extension du jeu. Hein, qui est, donc, enfin, il y a un DLC, il y a une extension. On a une scène cinématique qui nous montre l'héroïne qui embrasse son amie Riley. Et dans The Last of Us 2, donc, elle entretient une relation amoureuse avec Dina et elle élève un enfant avec elle. Donc on a enfin une héroïne ouvertement homosexuelle dans un jeu vidéo. Et ça, c'est intéressant parce que l'orientation sexuelle d'Ellie fait partie du jeu, mais elle n'est pas au centre du jeu. C'est une donnée parmi d'autres. Alors c'est à la fois intéressant et pas intéressant parce qu'à la fois, ça permet à un personnage comme ça d'avoir enfin de la visibilité, mais en même temps, ça n'est pas complètement en avant. Donc ça peut être perçu comme à la fois positivement et négativement. Hein. Je ferai un petit détour par Tell Me Why, qui est un jeu sorti en 2020. C'est un jeu narratif qui raconte l'histoire de deux jumeaux qui se retrouvent après 10 ans de séparation et qui confrontent leurs souvenirs, qui sont bien différents de souvenirs qu'ils ont de leur passé. Pour la première fois dans un jeu vidéo, le joueur incarne un protagoniste transgenre, un Tyler Ronan, et ce personnage a été conçu avec l'appui du GLAAD, une association américaine qui lutte contre les discriminations à l'encontre des personnes LGBT au sein des médias et qui essaye de promouvoir en fait les histoires avec des personnes LGBT pour aider à leur acceptation dans la société. Donc ce jeu a remporté le prix du meilleur personnage LGBT au Gaming Awards, Gaming avec un Y, hein, une cérémonie donc qui est organisée pour récompenser les œuvres médias, personnalités pour leur rôle dans la représentation de la communauté LGBT. Alors, première remarque par rapport à ça, on a des représentations qui sont respectueuses. On a des personnages qui sont plausibles au plan visuel, mais qui restent jeunes, minces et blancs. Ça, c'est un grand classique. Hein. La couleur, c'est pas encore très fréquent dans beaucoup de jeux vidéo. Vous aurez aussi dans ces jeux que je vous ai présentés, la moindre représentation de l'homosexualité masculine. Une conséquence peut-être, mais c'est juste une hypothèse, du fait que l'industrie vidéoludique reste quand même encore dominée par des hommes hétérosexuels. Mais ça change un petit peu aussi. Là, par exemple, vous avez Soldier 76, donc dans Overwatch, c'est un FPS hein, qui est un jeu de tir en équipe de 6. C'est un vétéran endurci, hein, comme nous dit Blizzard, amélioré biologiquement et surentraîné, un combattant hors pair doté d'un arsenal de pointe. Et on apprend donc, quand on va lire sur lui, qu'il est homosexuel. Et vous avez aussi David King, donc, de l'autre jeu, hein, dans Dead for Daylight, qui est un jeu vidéo multijoueur asymétrique de type survival. C'est un bagarreur, hein, adepte de la débauche et du grabuge, vous dit-on, quelqu'un qu'il vaut mieux avoir dans son camp, et qui est aussi homosexuel. Donc, voilà. Mais en même temps, l'orientation sexuelle de ces personnages, c'est du storytelling. On apprend leur homosexualité par des histoires qui sont publiées sur le compte officiel du jeu ou dans la partie archives du jeu qui propose des contenus sur le personnage. Donc en fait, il faut aller chercher les infos et elles n'ont pas vraiment d'influence sur le gameplay. Donc c'est encore un petit peu... Voilà. Mais actuellement, donc, vous l'aurez compris, on est dans une période de changement. On a des mutations qui accompagnent l'évolution des mentalités et dans les pays notamment qui produisent et consomment le plus de jeux. En même temps, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les producteurs agissent par conviction, par pragmatisme commercial? Est-ce qu'on peut les soupçonner de gender washing? Donc ça c'est une question ouverte. Hein. Il n'empêche que les résultats sont là. Si on en revient aux personnages féminins, je constate que les jeux d'aujourd'hui proposent globalement moins de femmes objets et plus de femmes sujets, au niveau des apparences et au niveau des rôles, que la sexualisation prétexte de ces personnages recule un peu. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que certains de ces personnages qui échappent en partie aux clichés, en fait, ils évoluent souvent dans des univers post-apocalyptiques. C'est le cas de Jade dans Beyond Two Souls, d'Ellie, donc d'Aloy. Est-ce qu'il faut en déduire qu'elles évoluent dans ces mondes parce qu'elles ne sauraient pas exister dans la vraie vie? Est-ce qu'il faut en déduire que le monde sera sauvé du chaos par les femmes? Je ne sais pas, mais je pose la question. Voilà. Alors, après, il y a aussi quand même dans les jeux un refuge pour le sexisme. Parce que la situation s'améliore dans les jeux grand public sur console et PC, mais du côté des smartphones, il y a des trucs quand même qui sont assez croustillants. Vous avez déjà des histoires interactives qui sont
quand même assez sexistes. Elles sont présentées, alors je vous montre une petite diapo, elles sont présentées sur les sites de téléchargement comme des jeux ou des histoires à jouer. Le joueur ou la joueuse choisit l'apparence physique de son personnage et puis on choisit le partenaire ou la partenaire et on lit une romance et on fait des choix pour avancer dans l'histoire. Alors il y a des scénarios qui mettent en scène des couples hétérosexuels, gays, lesbiens. Je vous laisse admirer les beaux stéréotypes de ces 3 jeux, Chapter, Whispers et Is It Love. Figurez-vous que c'est des applications qui ont beaucoup de succès, même si, oui, moi j'ai du mal à le concevoir, mais si, ça a du succès. Whisper, ça a eu plus d'1 million de téléchargements. J'en ai fait un parce que je voulais voir ce que c'était. Mais bon, il y en a qui, voilà, peut-être qu'on est à 1 million moins 1, si je m'enlève. Chapters, plus de 10 millions. Et l'audience est majoritairement féminine. En fait, c'est les avatars modernes de la collection Harlequin, ces trucs-là. Les récits proposent une part de rêve, d'évasion aux lectrices, et c'est marketé exactement comme des romans sentimentaux en segmentant les publics. Et puis, vous avez des publicités qui sont particulièrement sexistes. Je donnerai un seul exemple, l'application Makeover. Je ne sais pas si vous avez vu des pubs pour ça. C'est effrayant. Alors, le scénario du jeu est simple. Une fille est quittée à cause de son apparence physique. Le but du jeu, mais méchamment, je veux dire, le mec là, parce que c'est un mec évidemment, le mec la rejette loin derrière parce qu'elle est franchement immonde. Et le but du jeu, c'est de la relooker pour qu'elle puisse reconquérir son petit ami. Alors, je vous montre quelques images parce que la vidéo, je trouve qu'elle est trop trash. Voilà, ça donne une petite idée un petit peu des trucs. Enfin, c'est voilà. Les stéréotypes sont grossiers, le discours est simpliste, il est dérangeant, et en même temps, c'est des pubs. Les publicités sont en fait très étrange parce que, comme beaucoup dans ces petits jeux, elles ne reflètent pas l'expérience ni le ton du jeu. Quand vous y jouez, j'ai essayé, en fait, c'est un puzzle game derrière, c'est du match 3. Vous savez, ces jeux où il faut aligner comme dans Candy Crush pour que ça se détruise les trucs. Et les phases de maquillage, de coiffage, d'habillage, c'est accessible si vous résolvez ces puzzles-là. Et en fait, c'est le puzzle qui présente la majorité du temps du jeu. Et l'application, en fait, elle est plutôt bienveillante quand on y joue. Il n'y a pas du tout possibilité d'y maltraiter les personnages. Enfin, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils vous proposent. Par contre, ce que je trouve étrange, c'est que ça maltraite le public cible, qui est principalement féminin, et que le public cible, il va quand même. Donc ça fait partie des choses un peu étonnantes. Mais on est dans une stratégie marketing. Et une stratégie marketing qui porte ses fruits, si on en croit les chiffres avancés par le studio Magic Tavern, qui est l'auteur de ce jeu, puisqu'il y a eu plus de 100 millions de téléchargements de ce jeu en 2021. Alors, l'explication de ce type de pub et de cette dissonance, en fait, c'est que le marché des jeux de match 3 sur smartphone est totalement saturé. Et donc, ils ajoutent une couche narrative et quelques mini-jeux pour se distinguer des autres jeux du même type. Et le recours aux stéréotypes sexistes, c'est la même démarche, choquer pour se démarquer, tout simplement. C'est un procédé en communication publicitaire qui est tout sauf nouveau. Souvenez-vous des pubs de Benetton. Benetton qui montrait il y avait plein de pubs qui étaient dans ce genre-là pour choquer, pour se démarquer des autres, ou des pubs, ou de la période de porno chic en pub aussi. Donc en gros, vous avez d'autres jeux du même type qui jouent sur ce même registre en proposant donc des personnages féminins très sexualisés ou placés dans des situations humiliantes ou misérabilistes. Peut-être avez-vous vu passer les pubs pour Merge Manson ou pour The Family Happy Match. Enfin, il y en a qui sont... vous les repérez. Alors, c'est l'histoire, c'est une pauvre nana, c'est pire que du Dickens. C'est la pauvre nana qui est à la rue, parce que son mec l'a acheté, parce que je ne sais plus quoi. Elle se retrouve avec 2 gamins, elle a plus de vêtements, elle a plus rien. Enfin, ou bien elle est à l'hôpital, alors elle vient d'accoucher, je crois. Elle est sur la chaise à côté du lit d'hôpital. Il y a le mec qui est sur le lit et qui lui interdit l'accès au lit et il s'occupe de son portable pendant qu'elle crève la dalle à côté. Enfin, c'est cauchemardesque comme stéréotype, mais bon, voilà, vous les trouverez assez facilement. Donc, pour résumer, aujourd'hui encore, le sexisme est utilisé pour faire vendre. Ça, c'est un constat qui ne laisse pas d'être désolant, mais ce que je trouve étonnant tout de même, c'est que il y a des femmes qui sont capables de faire abstraction de ces contenus sexistes, de les dépasser pour accéder à ce jeu, ce que je trouve intéressant socialement et psychologiquement, du coup. Je suis en train de manger un moucheron, pardon. Donc, ne me faites pas une photo au moment où je mange le moucheron quand même. Donc, alors, maintenant, je voulais vous parler un tout petit peu d'études qui ont été faites sur ce sujet, parce que le tout, c'est de voir aussi l'impact de ces représentations sur les joueurs et les joueuses. Toute la question de la réception, en fait, parce qu'on n'est pas des éponges. C'est pas parce qu'on voit quelque chose ou qu'on va y croire foncièrement ou qu'on va se laisser avoir. Alors,
L'impact de ces représentations, il est nécessairement différent selon les situations et selon les personnes. Je vais vous donner un exemple personnel. La première fois que j'ai fait une intervention sur les jeux vidéo devant des profs, c'était en 2000. Et donc, je leur parlais de Lara Croft et je leur montrais combien, pour moi, ce personnage était fondamentalement complètement sexualisé, sexiste, etc. Bon. Et il y a une dame qui me dit « Mais pour mes élèves, c'est un personnage valorisant ». Et je me dis, cette dame me dit la vérité, elle me rapporte ce que ses élèves ressentent, elle a raison. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est une question de réception. Moi, je le perçois comme fondamentalement sexiste parce qu'il coche pour moi toutes les cases, mais cette jeune femme qui joue, dont elle me parle, elle y voit un personnage qui lutte contre tout, qui est habile avec les nouvelles technologies, qui est puissant, agile, athlétique, et elle a raison aussi. Hein. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi regarder tout ça. Il n'empêche qu'il y a un effet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est très important, qui s'appelle l'effet Proteus. Ça vient évidemment du nom du dieu grec, Proté, qui était connu pour ses pouvoirs en métamorphose. C'est un effet qui a été identifié en 2007 par Nikki et Jeremy Ballenson, de l'université de Stanford. Et c'est la tendance de la part des utilisateurs de réalité virtuelle à aligner leurs attitudes et leurs comportements sur les stéréotypes qui sont associés à l'avatar qu'ils incarnent. Cet effet a été observé dans des cas très variés. Par exemple, vous incarnez une infirmière, eh bien vous aurez un comportement plus clément que si vous incarnez un membre du Ku Klux Klan. Vous incarnez un avatar séduisant et ça favorisera les comportements extravertis et amicaux. Vous incarnez un avatar musclé, eh bien vous aurez par la suite de meilleures performances sportives. Ça va jouer notamment sur la force que vous avez déployée et la moindre fatigabilité à l'effort. Il y a une étude plus récente aussi qui date de 2023 où ils ont montré qu'au sein d'un groupe homogène, les personnes qui incarnent Léonard de Vinci, eh bien, ils vont être plus créatifs que ceux qui incarnent un avatar qui leur ressemble. Donc, il y a des effets. Alors, il y a de nombreuses études universitaires qui ont travaillé sur les conséquences pour les joueurs et pour les joueuses d'incarner donc des représentations sexualisées ou sexistes dans les jeux vidéo. Donc, vous avez des enquêtes auprès d'une population exclusivement masculine. Celle-ci, que vous avez la référence, je ne la répète pas à l'écran. C'est une recherche qui a été conduite sur 74 étudiants de sexe masculin, qui a établi qu'après avoir joué pendant 25 minutes à un jeu vidéo contenant des personnages sexualisés, il vivait une augmentation des pensées liées au sexe et il s'estimait plus susceptible de harceler une autre personne. Vous avez aussi des enquêtes qui ont été effectuées auprès d'une population exclusivement féminine. Donc la première recherche que vous avez, la toute première, la première ligne, celle de Bem et Moravitz et Mastro, la recherche donc montre que jouer à des jeux vidéo qui véhiculent des représentations sexistes amène les femmes à se sentir moins fortes physiquement, moins intelligentes et moins efficaces. La suivante a été faite à l'université de Louvain. Donc c'est un mémoire de fin d'études qui a été réalisé par une étudiante. Elle a interrogé 122 joueuses. 58 sur 122 donc, estiment que les personnages féminins sont représentés dans les jeux de façon dégradante. 49 sur 122 estiment ne pas réussir à s'identifier aux représentations féminines dans les jeux vidéo actuels. Et la majeure partie des répondantes critiquent le manque de protagonistes féminins et la sursexualisation des personnages féminins principaux et secondaires. Et enfin, quelques enquêtes effectuées auprès d'une population mixte qui disent à peu près la même chose. 4 études donc, qui établissent une relation de cause à conséquence entre le contenu sexiste des jeux vidéo et le comportement des joueurs en dehors de ces jeux. Sexisme hostile, sexisme bienveillant, développement d'attitudes négatives envers les femmes, allant parfois jusqu'à considérer qu'elles aspirent à être violées. Comme l'écrit Jonathan Burney, je le cite, « Ces recherches ne permettent pas de déterminer si c'est le contenu sexiste des jeux vidéo qui provoque ces conséquences ou si c'est la tendance sexiste des personnes qui les pousse à choisir de jouer à des jeux vidéo de ce genre. Les deux, c'est moi qui ajoute, pouvant tout à fait être vrais simultanément et se renforcer mutuellement. Il n'empêche que si certaines représentations vidéoludiques peuvent avoir des conséquences négatives, ne peut-on imaginer que d'autres pourraient avoir des conséquences positives, peuvent avoir des conséquences positives même, j'enlève le conditionnel. C'est ce qu'écrit Tracy Dietz en 98 déjà, on est assez ancien. Dans une étude, donc, elle écrit, dans une étude sur la socialisation du genre et le comportement agressif, elle établit que le fait de jouer à des jeux vidéo avec des personnages non conformistes sur le plan du genre conduit à une plus grande acceptation des rôles de genre non traditionnels chez les enfants. C'est dans cette brèche que je me suis engouffrée il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en proposant d'éduquer à l'égalité entre les femmes et les hommes par le truchement du jeu vidéo.
et inversement, hein, éduquer aux jeux vidéo par le truchement de l'égalité homme-femme. Et pour initier la réflexion, on peut utiliser par exemple ce type d'image. Alors j'avoue que celle-là, je l'aime beaucoup. C'est Mr. Croft. Hein, donc c'est un graphiste qui s'appelle Ulysse 302. Donc en fait là, en changeant le sexe apparent du personnage, c'est du contre-stéréotype, hein, tout simplement, ça permet de faire apparaître les stéréotypes. On se rend compte que les poses de Lara Croft sont ridicules, hein, parce que tout simplement c'est un homme. Hein, et bizarrement, enfin c'est logique en même temps, on attrape tout de suite l'iconographie gay avec ce genre d'image. Hein. Donc ça en dit long sur les stéréotypes qu'on... Voilà, ça les fait apparaître. Ça ne résout pas le problème, mais ça les fait apparaître et ça peut lancer la discussion. Parce qu'il ne s'agit pas... Enfin, je vais vous montrer une petite vidéo, peut-être que vous la connaissez pour certains d'entre vous. Alors, je vais essayer de montrer une petite vidéo, Clémence, tu n'es pas loin. Attends, je vais essayer d'avoir ça, donc je vais mettre ça là. Je vais prendre la deuxième. Alors, pourquoi j'ai plus de souris? Voilà, c'est celle-là. Donc, je l'ouvre et je la passe à droite. Hop. Super. Alors, maintenant, il faut que je trouve le truc vert. Et oui, je suis là. Vous connaissez? Bon, c'est assez formidable. Hein. Gender Swap, vous allez voir. Je ne vais pas tout mettre parce que c'est long. Bon, on n'a pas trop de son, mais je pense que c'est pas grave. Ah si, super. Donc la version modifiée est la version originale. En principe, c'est une femme, donc ils ont mis un corps d'homme à la place. Elles ont. On se douche toutes comme ça. Hein. Voilà, je vous montre juste celui-là. Vous trouverez la vidéo sur Internet. Ça s'appelle Gender Swap parce qu'elle fait 5 minutes. Elle est un petit peu longue. Alors attends, il faut que je retrouve mon PowerPoint. Pourquoi j'ai plus de souris? Voilà, voilà. Hop, je me remets comme ça et ça marche. C'est bon. C'est bien quand tu es là, tout marche bien. Donc, je reviens. J'en étais où? Voilà. Donc, c'est l'association Women in Games France qui a fait cette vidéo que je trouve très intéressante. Alors, ce qui est intéressant en fait dans les jeux vidéo, c'est que par rapport à ce que je disais au début de l'intervention, en fait, il faut aller plus loin parce que là, on est juste dans le contre-stéréotype. On montre juste ce qui se passe quand on inverse les corps. On peut aller plus loin en exploitant, je crois, la spécificité des personnages vidéoludiques, cette fusion joueur-personnage dont je vous ai parlé au début de mon intervention. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de regarder un personnage stéréotypé de l'extérieur et de le vivre de l'intérieur. Alors, il faut jouer. Il faut jouer et se demander ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on comprend. Et il faut ensuite se placer dans la peau d'un script doctor et se dire, transformer, en fait, ne serait-ce que mentalement, un jeu inégalitaire en jeu qui pourrait être un peu plus égalitaire ou en tout cas plus respectueux. Moi, je l'ai fait pour Mario, pour Mario et Peach, avec des variations sur le thème. Hein, parce que, bon, on pourrait évidemment relooker Peach, mais on pourrait aussi... là, on a Peach qui sauve Mario. Hein, enfin, je l'ai fait mentalement et j'ai trouvé des images. C'est un YouTuber qui s'appelle Cirloin qui a fait les images, la vidéo. Donc là, on a Mario qui sauve Peach, on a Yoshi qui sauve Mario, on a Peach qui sauve Bowser, on a Mario qui sauve Luigi, on a Bowser qui sauve Mario, et après tout, pourquoi pas Peach qui sauve Peach. Hein, l'idée, en fait, c'est un truc que j'avais présenté à des enfants à un festival, et je leur avais montré Mario, je leur ai dit j'aurais fait apparaître le fait que depuis le début, Peach est stéréotypée et Mario aussi, et je leur ai demandé comment on pourrait changer le jeu. Alors, ils m'avaient proposé de relooker Peach, et moi, je leur avais dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au début du jeu, c'est toujours Mario qui va sauver, pourquoi on ne pourrait pas choisir parmi tous les personnages qui va aller sauver la personne qui a été enlevée. Et puis pourquoi c'est toujours Peach qui se fait enlever? Et ça pourrait être n'importe qui. Soit on tire au sort avec un système de hasard, soit c'est vous qui décidez qui se fait enlever, c'est vous qui décidez qui y va, soit, enfin bref, un peu de variété, quoi. Hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se fassent enlever et qui aillent au secours d'eux. Donc là, ça pourrait être une solution. Hein. Donc voilà, c'est quelques variations possibles qui concernent les rôles. Il faudrait évidemment les retravailler au plan visuel quand même, parce que Peach, je pense qu'il faudrait la redessiner. Hein, mais la démarche, en fait, pour résumer, c'est la suivante. Je suis à ma conclusion, donc c'est parfait. Identifier les stéréotypes, les déconstruire
et construire en lieu et place de l'égalité et du respect. Et ça, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Je conclus. Je crois aussi qu'il faudrait porter le regard au-delà, porter le regard au-delà de la question des stéréotypes de genre et du sexisme, et regarder les autres paramètres qui sont convoqués pour modeler les personnages, ou plutôt ceux qui ne sont pas convoqués, ou qui le sont rarement. Il faut toujours se souvenir, quand on regarde les images et quand on écoute les sons, qu'il y a des choses qui brillent par leur absence. À quand, par exemple, des héroïnes non blanches? À quand des héroïnes d'âge mûr? À quand des héroïnes un peu enveloppées? À quand des héroïnes laides? À quand des héroïnes fortes? Et à quand des héroïnes complexes, hein? Quand je dis fortes au sens psychologique aussi. À quand un peu de variété dans les représentations, dans les rôles, pour les femmes, pour les hommes, pour les autres? Certes, les jeux vidéo, c'est juste des jeux. Mais je pense que sincèrement, s'ils n'ont pas le pouvoir à eux seuls de changer le monde, ils peuvent peut-être plus que les autres médias y contribuer. Les jeux vidéo, ce n'est pas le mal du siècle, hein, c'est une chance sociétale. Donc c'est à nous, joueurs, joueuses, créateurs, créatrices, de nous en saisir. Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup Fanny pour cette super conférence. Je vous propose qu'on enchaîne avec la table ronde et qu'on se garde un temps de questions à la fin parce qu'on est un peu à la bourre à chasse, comme on dit à Toulouse, dans le sud de la France. J'invite donc mes invités à venir me rejoindre. Fanny, est-ce que tu veux rester à cette place-là? Super, génial. Hop. Hop, on va s'installer. Est-ce qu'on a un autre micro? Comme ça que vous puissiez... Oui. Vous pouvez partager votre micro, c'est OK pour vous. Déjà, merci beaucoup d'être là. J'espère que cette première partie de discussion vous a plu. Faire peut-être un petit tour des présentations pour qu'on apprenne tous et toutes à se connaître. Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début, Fanny Lignon, tu es maîtresse de conférence à Lyon 1 et spécialiste des questions de représentation de genre dans les images en général et dans les jeux vidéo en particulier. Autour de la table aujourd'hui, nous avons aussi Natalia Aravena, qui est membre de l'association FemiGeeks, et donc tu es aussi joueuse de jeux vidéo, c'est bien ça? C'est absolument juste. Marion Bareil, que tu as cofondé le studio Tourmaline, qui est un studio de jeux vidéo qui est basé à Genève. Tu es créatrice de jeux vidéo, enseignante à la aide, et tu es chroniqueuse jeux vidéo également pour la RTS. C'est bien ça? C'est ça. Ok, j'ai rien oublié. Et Nathalie, tu es streameuse et également fondatrice de l'événement caritatif Furax qui a lieu chaque année et qui lève des fonds pour des associations féministes. Et je me permets d'ajouter que j'ai fait 5 ans d'études dans le jeu vidéo à la base. Exactement. Pour être 3D artiste. Donc on n'a que des superbes invités aujourd'hui. La première question que moi j'aurais aimé vous poser à toutes, c'est peut-être justement cette question de l'entrée dans le jeu vidéo. On va essayer d'être en quelques mots, mais vous, ça a été quoi votre première rencontre avec le jeu vidéo et comment vous êtes venu en fait à vous intéresser à ce loisir-là, à ce média-là? Je ne sais pas s'il y en a une qui veut commencer en particulier. Bon, je commence. Alors moi, je suis tombée dans l'informatique et d'amour avec l'ordinateur assez tôt, en fait, vers 5-6 ans. Et avec des jeux, des petits jeux, le casse-briques, ce genre de choses. Je jouais beaucoup sur ordinateur avec des jeux sur CD-ROM à l'époque. Et j'aimais beaucoup écrire des histoires. Et en fait, l'adéquation des deux, être sur l'ordinateur, créer des choses sur ordinateur et raconter des histoires, ça m'a amené vers le jeu vidéo. Pas tout de suite. Je suis d'abord passée plutôt par le web. Et puis après, je suis revenue au jeu vidéo parce que voilà. C'était des premières amours, finalement. C'est ça. Ok, super. Moi, je suis tombée dans les jeux vidéo parce que j'étais une jeune fille métisse dans une école remplie de personnes blanches. Et du coup, j'ai été harcelée absolument toute ma vie jusqu'à mes 18 ans. Et du coup, quand on n'a aucun ami et qu'on est pauvre au fin fond de la campagne, on a beaucoup de temps libre. Et donc, ça m'a permis de tester les jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que les jeux vidéo, c'était pas juste un divertissement, c'est littéralement ce qui m'a sauvé la vie. Et du coup, j'ai décidé de vouer ma vie aux jeux vidéo pour essayer d'aider celle des autres. Ça, c'est un très beau message. Est-ce que tu veux nous dire par quel jeu tu as commencé? Comment tu es rentrée dans le jeu vidéo, toi? Oui, alors moi, c'est assez particulier parce que ma maman, elle avait la NES. Ah, waouh! Alors que j'ai quand même un certain âge. Et donc, ma mère avait la NES et je la voyais jouer jusqu'à super tard. Et après, elle nous a acheté le Game Boy. Oui, je suis un dinosaure. Et en fait, après, comme beaucoup de jeunes filles,
j'ai commencé à regarder d'abord mes cousins jouer et qui, des fois, me passaient la manette quand ils en avaient marre de jouer ou quand ils allaient aux toilettes. Voilà. Pas pour jouer avec toi. Non, jamais. C'était pas dans un but. Les filles, ça joue pas. Bah, bien sûr. Voilà. Pas de femmes sur Internet, c'est bien connu. Toi, Fanny, par quoi tu as commencé le bain du jeu vidéo? Après les dinosaures, les brontosaures. Hein, moi, j'adorais tout ce qui était télé, etc. Et puis tout d'un coup, on a pu entrer dans la télé avec les jeux. Donc j'ai rêvé de la VCS Atari pendant un an. J'ai enfin eu la VCS Atari. Et donc j'ai joué pendant tout ce temps. Et puis à un moment, le jeu vidéo s'est cassé la gueule. Donc j'ai arrêté, comme tout le monde, puisqu'il n'y en avait plus. Et j'ai repris, après avoir fini ma thèse, je me suis dit, mais il y a un sujet là, génial de jeu. Et je me suis dit, personne ne cherche dessus en plus, on y va. Et voilà, et ça a correspondu aussi avec une période de ma vie où j'avais des gros problèmes de santé, je ne pouvais pas marcher, j'avais très mal au dos. Donc un livre, un film, un livre, un film. Ah oui, mais dans un jeu, je fais marcher le personnage. Et ça, c'était génial. Et voilà. Ce que je trouve super sur cette discussion, c'est qu'on a plusieurs générations, plusieurs expériences très différentes, plusieurs types de jeux. Moi, je joue à Animal Crossing. Voilà, c'est le seul jeu auquel je joue. Mais on l'a vu avec ta conférence, hein, Fanny. Ça fait plusieurs années qu'il y a de nombreuses militantes, notamment, qui dénoncent la représentation des personnages féminins dans le jeu vidéo, souvent sexualisées, objectivées, voire tout simplement absentes. Hein. La plupart du temps, elles ne sont pas là. De vos différentes expériences en fonction de vos milieux professionnels aussi, qu'est-ce que ces représentations justement de personnages féminins dans le jeu vidéo ont comme conséquence? Parce qu'on parle beaucoup d'analyse, d'image, mais ça a quoi comme conséquence dans le réel, au final, ces représentations? Moi, je peux parler de Bayonetta et de l'influence que ça a eu sur moi, parce que pour le coup, je faisais vraiment partie des jeunes filles qui étaient très frustrées de tout le temps devoir jouer un personnage masculin. Et en fait, c'est quelque chose qui allait vraiment au-delà des jeux vidéo, c'est-à-dire que dans les dessins animés, c'était toujours le petit garçon, le héros. Dans les films, c'était toujours l'homme qui sauvait la situation. Et du coup, j'avoue que moi, j'ai eu vraiment du mal à me reconnaître et j'étais en mode, mais du coup, en tant que fille, j'ai pas le choix. Je suis obligatoirement celle qui va faire la cuisine ou celle qui va attendre le copain. Et c'était vraiment, j'étais vraiment un garçon manqué à l'époque, donc c'était vraiment quelque chose de pas normal à mes yeux et je comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Et un jour, et en fait, j'ai développé de la misogynie intériorisée. Du coup, je me suis dit, bah si c'est ça une femme, je veux jamais être une femme. Ouais, les filles c'est nul. C'est ça, les filles c'est nul. Moi, je décapitais mes Barbies et je faisais de la peinture avec leurs cheveux. Voilà. Et en fait, vraiment, quand Bayonetta est arrivé. Au début, j'étais en mode oh ben non, c'est encore une femme qui est juste là pour qu'on la regarde. Et j'ai joué au jeu et j'ai vu le moment où elle a fait un énorme doigt d'honneur pour le planter dans une moto pour allumer la moto. Et là, je me suis dit ah d'accord, quand même. Et en fait, c'est vraiment exactement ce que tu disais. Genre, j'entends toutes les critiques qu'on peut faire sur Bayonetta. Et évidemment, il y a du mal gaze et tout. Mais en fait, ce qui est incroyable avec Bayonetta en tant que personnage, c'est que quand il a été question de créer un personnage comme Bayonetta, à la base, en fait, Bayonetta, ça devait être un Devil May Cry, mais pas vraiment le même. Et en fait, Devil May Cry, c'est justement un jeu où on joue un mec extrêmement musclé qui combat des démons. C'est très, mais il y a cet aspect un peu drôle. Et ils se sont dit, venez, on fait la même chose, mais avec une femme. Et en fait, ils se sont dit, on veut faire un truc original. Et en fait, comme toutes les représentations très clichés de femmes avaient déjà été faites, bah en fait, le seul moyen de faire un truc original, c'était de faire une meuf féministe, une héroïne vraiment féministe, ultra badass, qui a besoin de personne. Et en fait, ils ont vraiment été accidentellement féministes. C'est-à-dire que Bayonetta, c'était pas dans leur, voilà, ils l'ont vraiment pas fait exprès. C'était pas dans leur objectif de base de dire on va faire une femme extrêmement indépendante, extrêmement badass, icône féministe. Et en fait, elle est devenue ça parce qu'ils se sont dit on veut faire un truc original qui a jamais été fait. Et effectivement, ce qui a jamais été fait, bah, c'est une meuf qui se débrouille, qui est vulgaire, qui en joue, etc. Et du coup, moi, quand j'ai vu ce personnage pour la première fois, je me suis dit putain, je veux être comme elle. Je veux être exubérante, je veux être trop, je veux être too much. Et en fait, être une femme, c'est bien. Et en fait, être maquillée, c'est bien et tout. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à combattre ma misogynie intériorisée, l'air de rien. Et du coup, je pense que c'est ça le truc le plus important, c'est que quand on grandit, en tout cas, on a besoin de modèles et on a besoin d'avoir des icônes et de se dire oh, ouais, j'aimerais bien être comme ça parce que ça nous développe notre imagination de ce qu'on pourrait être plus tard. Et vraiment, pour moi, Bayonetta a vraiment été ça, cet objectif que je pouvais avoir. Et à l'inverse, maintenant, c'est marrant parce que le simple fait que des jeux vidéo ne proposent qu'un personnage masculin, et ben personnellement, j'ai tellement de jeux à faire que je les regarde même plus. Maintenant, pour moi, ça fait le tri. Si on est obligé de jouer à un homme, je fais c'est bon, les histoires des hommes, ça fait 30 ans qu'on les regarde, on passe à autre chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre expérience à partager? Pour vous, quelles conséquences ça a sur le réel aussi, cette absence ou cette objectification des représentations féminines ou au contraire des modèles aussi, personnages féminins? Non, je t'en prie. Alors, moi, je vais peut-être apporter un point de vue différent, le point de vue de la création.
La question que tu poses, ça me rappelle en fait cette phase où on était en train de créer les personnages de notre premier jeu publié qui s'appelle Oniri Islands et qui met en scène 2 enfants, des jumeaux, une fille et un garçon. Et je me souviens que pour nous, en tout cas pour l'équipe, c'était hyper important que les 2 personnages soient représentés de manière très positive, sans stéréotypes. Donc on a beaucoup réfléchi à comment le faire, à leur aventure aussi. Qu'est-ce que les personnages vont faire ? Ils vont explorer une île, donc ils doivent être vêtus correctement, jean, basket, voilà. Donc pas en bikini pour explorer l'île. C'est ça. La fille et le garçon habillés à peu près de la même manière. Je me suis dit, voilà, c'est plutôt positif et j'imagine que les gens vont avoir plutôt de bonnes réactions. Alors, il y a eu beaucoup de bonnes réactions, mais aussi, on a été confrontés à des réactions assez bizarres. Voilà, des parents qui font jouer leurs enfants, 2 garçons. Et là, soudain, il y a la question d'un parent, mais si mon fils ne veut pas incarner la fille, qu'est-ce qu'on fait ? J'étais là, mais vous savez, les filles, elles incarnent des garçons dans les jeux vidéo depuis la nuit des temps, ça leur pose pas de problème. Et puis la fille, elle fait exactement la même chose que le garçon, elle a les mêmes pouvoirs dans le jeu, ça ne change rien. Elle est habillée, elle est en pantalon, il n'y a pas de différence en fait. Et ouais, apparemment, ça posait un problème. Et j'ai eu des questions comme ça. Si j'ai 2 garçons, qu'est-ce que je fais ? On fait en fait. Il n'y a pas de problème quoi. Donc moi, ça m'a aussi confrontée à des réactions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Une impossibilité de jouer. C'est ça, c'est impossible. On ne correspond pas au genre du personnage. Voilà, c'est ça. Mais que dans un sens, pas dans l'autre sens. Voilà. Juste, moi, je sais que j'ai contourné le problème. En fait, comme c'était au départ, en tout cas, beaucoup que des hommes, j'ai apprécié de jouer des personnages qui n'étaient pas humains. Tout simplement. Des chats, des chiens, tout ce qu'on pouvait incarner. Des orques et des elfes. Voilà. Et comme ça résolvait le problème. Et j'ai gardé ce goût. Donc avec des jeux comme Cabo, pour les plus anciens qui connaîtront peut-être. Un jeu où on incarnait un chien. Ouais, pour ma part, en fait, je rejoins un petit peu... J'ai oublié son nom, par contre, désolée. Bonjour, moi c'est Nathalie. Voilà, Nathalie, enchantée. Je te rejoins pour le coup parce que j'étais aussi un garçon manqué, ça se voit, je crois, encore un petit peu aujourd'hui. Et en fait, je rejetais tout ce qui était figure féminine. Je voulais absolument pas jouer de fille parce que, surtout à l'époque, c'était très stéréotypé, c'était Peach. Et puis d'autres magiciennes, je sais pas quoi. Enfin, ça m'intéressait absolument pas. Moi, je voulais des armes et la guerre. Et en fait, après, il fallait vraiment... j'avais la PlayStation 1 et il fallait vraiment que je choisisse mon jeu vidéo parce que je viens d'une famille classe ouvrière. Donc, c'était extrêmement cher à l'époque, les jeux vidéo. Et rien que d'avoir la console, pour moi, c'était énorme. Et en fait, j'étais au magasin, j'étais là, je vois Lara Croft, j'étais là, allez, j'essaye, elle a des guns, j'y vais. Et je prends, et j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré, puis j'étais là, elle me dit bien, peut-être qu'elle se balade avec ses trucs et puis ses lolos triangles là. Mais j'ai bien aimé la voir parce qu'en plus elle avait des cheveux longs, moi j'ai plus maintenant, mais à l'époque j'avais des cheveux jusqu'aux fesses et pour moi c'était une figure plutôt intéressante et je voyais pas encore, maintenant je trouve ça horrible, mais à l'époque je trouvais ça plutôt cool. Mais disons qu'il y a eu une période aussi où les représentations, comme vous l'expliquez, étaient très limitées en termes de personnages féminins. Donc on se raccroche souvent à ce qu'on a. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en se raccrochant à ce qu'on a, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui rappelle que 48% des joueurs réguliers de jeux vidéo sont en fait des joueuses. Donc on est quasiment à un 50-50. Pourtant, il y a peu, au final, de femmes qui se revendiquent comme joueuses. Quand je dis se revendique, c'est notamment en dehors des sphères professionnelles, quand on n'est pas dans le domaine des jeux vidéo, mais c'est vous croisez quelqu'un dans un bar, c'est quoi ton activité préférée ? Très peu de femmes se revendiquent comme joueuses. Et moi, la question que j'aurais aimé vous poser, c'est pourquoi justement on a du mal en tant que joueuse à se revendiquer comme telle, et ça a peut-être à faire avec une question de légitimité. Je pose ça là, mais vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez 2 ou 3 heures ? Moi, pour te donner un exemple, à la base, j'étais une très grande joueuse de MMORPG.
Pour ceux qui savent éventuellement pas ce que c'est, la particularité des MMORPG, c'est que c'est vraiment des jeux qui sont faits pour être joués par des centaines, voire des milliers de joueurs en même temps. Et en général, ça se passe dans un univers d'heroic fantasy ou de SF, en tout cas un univers un peu plus fantastique. Il y a des dragons, quoi. Voilà. Et l'idée, en général, c'est que des armées de joueurs vont combattre des armées de monstres, sauver des moutons, tout ça. Enfin, c'est plein de trucs à faire. Et en fait, dans ces MMO, vu que du coup, c'est beaucoup de travail collaboratif, les joueurs sont encouragés à faire des guildes, c'est-à-dire des groupes de joueurs qui vont se fréquenter plus souvent. Et du coup, pour avoir passé toute mon adolescence dans des guildes de World of Warcraft, je savais que si je disais que j'étais une femme ou si on entendait ma voix, j'allais avoir des commentaires, des invitations à envoyer des nudes, j'étais mineure, des commentaires extrêmement dégradants. Du coup, on n'avait pas envie de me confier des responsabilités au sein de la guilde. Et en fait, ces clichés-là ont malheureusement continué, même en tant que jeune adulte, sur d'autres MMORPG. J'étais dans une très grande guilde, une des plus grandes guildes d'un des jeux qui s'appelait Terra Online, je crois, à l'époque. Et dans cette guilde, eh bien, j'étais très investie. Donc, on m'avait donné le rôle d'officier. Donc, voilà, il y a une hiérarchie dans les guildes. J'étais gradée dans la guilde. Il y avait une centaine, voire 200 joueurs. Et certains joueurs masculins refusaient mon autorité. Parce que j'étais une femme, et donc pour eux c'était impensable que je puisse leur donner des ordres ou leur dire de se calmer ou des trucs comme ça. Et donc en fait vraiment j'ai dû apprendre pendant mon adolescence et même encore aujourd'hui, quand je suis dans une guilde entourée de gens que je ne connais pas, je cache mon identité pour éviter de me faire harceler, insulter ou juste pour éviter qu'on ne me manque de respect et pour garder un semblant d'autorité parce que certains hommes sont trop fragiles pour recevoir des ordres venant d'une femme, même quand elle est qualifiée. Vous avez des réactions par rapport à ça? C'est quelque chose que je comptais aborder aussi un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. C'est aussi les cyberviolences et les violences de manière générale, sexistes et sexuelles, que peuvent recevoir à la fois les femmes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que différents studios se font épingler depuis plusieurs années pour du harcèlement sexuel, pour des cas de violences sexistes et sexuelles, mais aussi, comme tu le disais, Nat, du côté des joueuses, de révéler son identité en tant que femme sur Internet, c'est prendre le risque de vivre des cyberviolences. Donc je me demandais si c'est quelque chose que vous aviez remarqué aussi dans vos milieux, que ce soit professionnel pour toi ou que ce soit au niveau personnel aussi en tant que joueuse. Je ne sais pas s'il y a l'une d'entre vous qui veut aborder ce sujet-là peut-être. Pour le côté création, je dirais que le problème c'est souvent de ne pas être prise au sérieux en fait. Quand tu es une femme, quand tu démarres jeune aussi, y a des gens qui étaient surpris, très surpris, qu'on soit, avec mon associé et moi, cofondatrice d'un studio. Parfois, on nous confondait avec des stagiaires, des hommes comme des femmes. À un moment donné, on était à la Gamescom pour promouvoir notre jeu, et il y a un grand mec qui arrive, un Américain, et puis qui cherche quelqu'un à sa hauteur, visiblement, parce qu'il ne nous regarde pas. Et puis, à un moment donné, il fait « Who's in charge ?» Genre, c'est qui le responsable? Et puis, on se regarde avec Camille, mon associé, on rigole, quoi. Et puis, on lui dit en anglais « C'est nous, enchanté. » Enfin, on se présente, quoi. On a rendez-vous. Et en fait, le gars, il nous regarde et ça compute pas, quoi. Il y a vraiment il y a une erreur 404 dans son cerveau. Il y a une erreur 404. Et du coup, le problème, c'est qu'après, la discussion, elle est compliquée. Elle est biaisée, elle est super biaisée. Il est mis en porte-à-faux, mais il s'est mis tout seul en porte-à-faux. Mais n'empêche, ça fait que la discussion est bizarre. Et je sais, dès le début de la rencontre, que ça va pas le faire, en fait. Et alors ça, c'était l'exemple pire. Mais c'est vrai que on sent une espèce de plafond de verre, en fait. Voilà. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on est sérieuse? Est-ce qu'on a la tête sur les épaules? Enfin, voilà, on doit prouver x2, x4 qu'on peut faire le job, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Pour rebondir là-dessus, même au niveau de mes études, dans mes études de jeux vidéo, quand mon professeur d'animation 3D a appris que j'étais féministe, il a rigolé, il s'est moqué de moi. Et après, il nous a donné un cours sur l'animation des seins des personnages féminins. C'était un sacré délire. Donc même au niveau des professeurs, déjà, c'est déjà compliqué. Et pour aller encore plus loin, moi, c'est quand j'allais dans un Micromania, quand je demandais un jeu, « Ah, c'est pour votre copain ?» Oui, bien sûr. Et pourtant, j'ai cette gueule déjà en général. Il y a des indices. J'ai des Pokémon sur mon sac et tout. Il y a des indices de partout. Ah, c'est votre copain qui vous l'a offert? Voilà. Donc, on n'a pas le droit d'exister en tant que joueuse parce que le milieu du jeu vidéo a tellement été marketé pour les hommes et envahi par les hommes de partout que vraiment, notre présence est forcément une exception de partout, quoi. Oui, alors,
pour ma part, j'ai commencé à avoir un PC assez tard, c'était en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais plutôt une joueuse console, donc très peu confrontée aux garçons, à part mes cousins que je battais à Street Fighter 2. Mais en fait, j'avais déjà une personnalité assez forte, puisque j'ai une personnalité assez forte de manière générale. Et en fait, j'ai un jeu préféré qui s'appelle Vermintide 2, qui est un jeu Warhammer. Et une fois, j'ai ouvert mon micro et puis en fait, j'ai joué avec des garçons parce que les filles ouvrent très 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 peu leur micro et on va comprendre pourquoi. Et en fait, je joue, je parle normalement, j'ai l'impression d'avoir une voix plutôt normale et pas atypique. Et tout à coup, après 1 heure de jeu, je me rends compte qu'un garçon me fait « Mais tu fais quoi, gamin ?» Et je lui fais « Mais le gamin, il a 30 ans, elle a 30 ans en fait. » Et là, il était là, oh, quoi? Oh, pardon, mais t'es une fille? Mais quoi? Mais excuse-moi, mais tu joues bien pour une fille? Puis je dis, ah non, mais sérieux. Wow. Est-ce que t'es célibataire 3 secondes après? Alors, après, en fait, il y a de plus en plus de garçons qui voulaient jouer avec moi, qui m'écrivaient ta compagnie. Voilà, qui m'écrivaient en privé. Oui, alors j'aime une fille, est-ce que tu peux m'aider? Et j'étais là, mais en fait, je ne suis pas ta psy, je ne suis pas ta mère, on ne se connaît pas. Et en fait, beaucoup de garçons commençaient à m'écrire en privé pour qu'on discute, pour jouer avec moi. Et puis j'étais là, mais en fait... C'est de créer des relations qui étaient hors vidéoludique, on va dire. Complètement, ouais. Complètement. Et effectivement, ça va tout de suite dans des relations de séduction, dans des trucs. Et non, on n'a pas envie, je crois. Et du coup, est-ce que ça t'a dégoûté de jouer à ce jeu-là ou... Non, parce qu'en fait, moi, je les envoie péter pour être gentil. Et puis je dis, non, mais attends, t'as 35 ans, tu vis chez ta mère. Enfin, tu crois quoi que tu peux draguer comme ça sur les jeux vidéo? Non, mais je leur ai expliqué le féminisme et tout ça. Puis après, en fait, ils voulaient de moins en moins jouer avec moi, tu vois. Donc c'est un épouvantail. C'est étonnant, ça. Si un garçon vous embête en jeu, parlez-leur de féminisme, ça ira mieux. Soit tu plantes des graines, soit ils arrêtent de t'embêter. Donc dans les deux cas, c'est très positif. Tout bénef. Fanny, tu voulais réagir peut-être à ça? Moi, j'ai pas ce genre de souci parce que je joue en solo. Je n'ai jamais accepté d'entrer dans une guilde. J'ai élevé un petit elfe de sang jusqu'au niveau 90. Et je ne pouvais plus jouer au bout d'un moment parce que pendant les 30 premières minutes, tout le monde me sollicitait pour que je rentre dans une guilde et surtout pas. D'abord, je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas et je ne voulais pas. Et comme ça, j'ai toujours eu la paix. Et je me souviens un jour, on a travaillé sur WoW avec un collègue. Et donc, c'est un collègue masculin. Et donc, on s'était pas concerté et on avait réussi à faire acheter le jeu par le CNRS. Donc, voilà, on avait dû batailler parce que c'était pas au marché. Mais bon, on avait réussi à obtenir le jeu. Et donc, on s'était pas concerté. Lui avait décidé d'incarner une naine et moi, j'avais choisi un elfe de sang. Donc, c'était rigolo parce qu'on avait spontanément inversé le sexe. Mais... étant donné que le nom était relativement neutre, j'ai pas eu d'ennui. Et je fais exprès de choisir des noms neutres parce que j'ai pas envie de me coltiner ce genre de truc. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, il y a des stratégies en fait qui sont mises en place par les joueuses notamment pour éviter les violences, c'est-à-dire ne pas ouvrir son micro, essayer d'avoir des noms neutres, jouer en solo, c'est-à-dire se priver parfois de certaines expériences de jeu par peur de se faire embêter aussi. Et j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la partie création aussi, des petits chiffres qui vont peut-être... comme moi, vous mettre le moral dans les chaussettes. Du côté de la production aussi des jeux, parce que c'est important de parler des joueuses, mais c'est important de parler aussi des peu de celles qui conçoivent des jeux. Il y en a, il faut les mettre en avant. Il y a eu l'association française Women in Games qui a fait une étude en 2023 qui indiquait qu'il y avait seulement 24% de femmes et 5% de personnes non binaires dans les studios de jeux vidéo. Moi, ce que j'aurais aimé vous demander, c'est déjà comment on explique ce faible nombre. Je pense qu'on a tous et toutes en tête des pistes de réponse, mais j'aimerais vous les entendre dire aussi. Et surtout, quelles conséquences ça a aussi sur les jeux qu'on crée, le fait d'avoir peu de diversité aussi du côté de la production. Je me tourne principalement vers toi, mais on peut bien sûr se passer la parole. Alors, moi, j'ai une petite idée. Si je remonte loin dans mes souvenirs, déjà, les stéréotypes de genre commencent à l'école. Le fait de dire les filles sont plus douées pour les langues, les garçons sont plus doués pour les sciences, les maths et tout.
ça n'encourage pas forcément les filles à se diriger vers des études techniques, Voilà, scientifiques. exactement. Moi, je pense que déjà, là, il y a un problème. Dans ces écoles-là, il y a une population masculine qui est quasiment, pas 100%, mais voilà, qui est très majoritaire. Ouais. Donc, se sentir bien dans ces écoles-là en tant que femme, je pense que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est des barrières, en fait, qui s'ajoutent. Voilà. Je pense qu'il y a ça, quoi. Et puis le fait de ne pas avoir de rôle modèle aussi. Maintenant on en a, mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis du temps pour qu'on les mette en avant. Et du coup, en tant que cadeau, par exemple, on se projette pas en fait. On se dit que c'est pas pour nous. On voit que des hommes. Que c'est un milieu de garçons, un boys club dans lequel on pourra pas rentrer. Voilà. Je pense déjà il y a ça, quoi. Il faudrait améliorer les choses au niveau de l'éducation. Mais c'est ce que fait Women in Games aussi, faire organiser des événements où on présente des créatrices, c'est hyper important, je trouve. Et c'est ce que fait Femigix aussi, on va en reparler aussi. Oui, abonnez-vous, on est sur Instagram. Merci. Toi, peut-être au niveau de tes études aussi, toi, tu as fait des études en JV. Nat, est-ce que tu voudrais bien nous en parler Du coup, oui, c'est ce que j'ai dit, mais effectivement, moi, les jeux vidéo, c'est vraiment toute ma vie, donc j'ai vraiment voulu dédier ma vie entière, enfin mes études entières aux jeux vidéo. Et en fait, oui, je vous ai raconté l'anecdote de mon professeur, du coup, qui était déjà sexiste. Quand c'était pas les professeurs, c'était les élèves. C'était très compliqué avec mes camarades de classe dans mon école privée de jeux vidéo, parce que c'était... Genre, juste parler de féminisme, en fait, c'était compliqué. Leur faire comprendre les bases du sexisme, c'était compliqué. Et quand on devait rendre un devoir qui consistait à chara-designer un personnage et que, à côté, il y a un mec qui chara-design une meuf en bikini et qu'il y a tous les professeurs qui sont en mode « Oh, waouh, c'est un très bon travail », c'était vraiment complexe. Je me souviens, j'avais une professeure, le reste, c'était que des mecs. Et en fait, effectivement... Sur 5 ans d'études, quand même. Voilà, oui, sur 5 ans d'études. Les autres profs que j'ai eus, c'était prof d'anglais, prof d'histoire de l'art. Voilà, donc là oui c'était des femmes, mais effectivement en fait c'est vraiment un cercle vicieux et c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on part du principe que les jeux vidéo ne sont pas faits pour les femmes et donc on donne pas envie aux femmes d'y aller et donc les rares femmes qui y sont, elles subissent des violences, des discriminations, des préjugés et du coup elles partent en fait, c'est ça le plus triste. Je suis obligée de vous parler de ce qui se passe dans les studios de jeux vidéo parce que tu l'as très bien dit, il y en a de plus en plus qui se font épingler. Il faut voir le degré le degré de violence qu'il y a dans ces studios. Par exemple, l'exemple le plus typique que j'ai, c'est Ubisoft. Bravo la France. Ubisoft, il y a des cas extrêmement graves du coup de jeunes femmes qui se sont fait aboyer dessus par des responsables. Donc elles vont dans l'ascenseur avec un responsable, il lui aboie dessus. Dès qu'elles partent, il y a des commentaires qui sont faits sur leur décolleté, sur leur vie sexuelle. Il y en a une qui s'est fait attraper par les collègues d'un mec et qui s'est fait embrasser par le mec en question après, pendant que les collègues du coup la tenaient pour pas qu'elle bouge. Il y en a une autre qui s'est fait menacer au couteau. Tout ça c'est Ubisoft. Il y en a une qui s'est fait menacer au cutter, pour avoir des relations non consenties. Donc on est vraiment sur un degré de violence qui est monumental dans le jeu vidéo, qui est laissé faire. Parce que on est dans cette idée de boys club, effectivement, de toute façon les femmes n'ont pas leur place ici et quand elles arrivent à y être, elles sont pas prises au sérieux, donc elles ont très rarement des postes de pouvoir, elles ont rarement des promotions, elles sont des fois moins payées. Blizzard par exemple, quand il y a eu la gigantesque polémique qui est sortie, ils se sont dit pas de problème, on va mettre un homme et une femme en tant que directeur de Blizzard. Vous avez vu, en fait, on est grave pas sexiste. La femme en question a démissionné au bout de 3 mois parce qu'elle était moins payée que son homologue masculin. Voilà, donc c'est ça aussi l'industrie du jeu vidéo à grande échelle, malheureusement. Et c'est une haine très tenace envers les femmes parce qu'il y a aussi un aspect... le jeu vidéo a été marketé pour les hommes pendant tellement longtemps que les hommes se sont vraiment réfugiés là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont une expérience avec les jeux vidéo de « je me faisais harceler, donc c'est pour me sauver la vie que je vais dans les jeux vidéo ». Rapport très émotionnel aux jeux vidéo. Oui. Et pour eux, c'est leur refuge. Et le fait d'y avoir des femmes, pour eux, elles leur volent leur place. Et il y a vraiment quelque chose de... Elles leur volent leurs jouets. Elles leur volent leurs jouets. Et en plus, maintenant, on veut m'obliger à jouer une femme, mais on me vole mes héros, on me vole mes jeux. Et du coup, il y a vraiment... Les femmes, elles sont pas belles, elles ont du duvet sur le visage. Ah ouais, ça, c'était terrible. Mais du coup, il y a vraiment une notion de... C'est une prophétie autoréalisatrice. Il y a énormément de violence qui pousse les femmes vers la sortie. Et en fait, c'est un milieu qui est déjà tellement pris par les hommes et des hommes qui ne veulent pas changer et évoluer que malheureusement...
pour l'instant, c'est un cercle qui se répète. Heureusement, il est en train de se briser parce que justement, c'est la société qui évolue au sens large et donc les gens font plus d'efforts avec le féminisme et ça permet à plus de femmes de rentrer. Mais c'est encore compliqué. Tu me fais une très belle passation de perche. Merci beaucoup, Nat. En effet, il y a des choses qui se créent. Vous en êtes la preuve vivante parce que vous êtes ici et que toutes les quatre, vous travaillez et côtoyez ce milieu du jeu vidéo, même si c'est parfois compliqué. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur FemiGeeks. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est FemiGeeks et surtout, c'est quoi ton rôle et ta place dans cette association? C'est bien une association, que je dise pas de bêtises? Non, c'est juste. Alors, FemiGeeks est né un petit peu après le Covid. J'étais extrêmement malade, mais pas de Covid pour le coup. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de jouer à un jeu vidéo, ça fait longtemps. Et en fait, mais j'ai pas envie de jouer à un truc stéréotypé, please. Et en fait, je trouvais aucune liste, aucun site où je pouvais me référer pour trouver un truc sympa. Et je me suis dit, ça manque un peu, je vais appeler 2-3 copines, copains, et on va voir si on peut créer un site où on peut trouver des œuvres, que ce soit des jeux vidéo, des mangas, des BD, qu'on peut piocher comme ça, et que c'est des œuvres safe, où on peut aller directement sans souci de sexisme. Et paf, pas des chocs à pic, mais FemiGeeks est né. Et en fait, depuis, on a grandi, on essaye d'un petit peu d'évoluer vers l'analyse en faisant des petites vidéos. On est sur TikTok aussi, suivez-nous SVP. Et puis, on ne sait pas encore quelle est la tournure que va prendre l'association, si on va s'énerver à analyser des jeux très stéréotypés pour justement les dénoncer, ou si on va rester une plateforme où on va laisser des œuvres safe. Mais si vous cherchez une liste de BD, jeux vidéo, manga, on est là pour ça. Et je pense que c'est extrêmement important justement que les femmes puissent enfin avoir une liste d'œuvres qui leur sont destinées, dans lesquelles elles peuvent être tranquilles sans être en bikini, armure, côte de maille. Voilà. Et donc ce travail-là, donc FemiGeeks qui est en Suisse, mais il y a plein d'autres associations qui existent ailleurs en Suisse, en France aussi. On a parlé de Women in Games. En France, je pense aussi à l'association Afro-Gameuse qui fait un travail très important aussi pour la représentation des personnes et des personnages racisés dans le jeu vidéo. Il y a aussi l'association Perso Caché sur ces mêmes thématiques, sur les personnes LGBTQIA+, aussi. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger. Tu en as parlé, Fanny, lors de ta conférence. Il y a des choses qui sont en train de bouger, mais moi, la question que j'aurais aimé vous poser, c'est, selon vous, s'il y avait, entre guillemets, un combat là, dans Objectif 2025, lequel serait-il, quelque part? C'est qu'est-ce qu'il reste à faire? Même si je sais qu'il reste beaucoup à faire, mais selon vous, qu'est-ce qu'il reste à faire aussi pour améliorer tout ça? La réponse tient en un mot, éducation. Ok, je sais que c'est pas ligne. Il faut éduquer aux jeux vidéo mais pas éduquer aux jeux vidéo contre le jeu vidéo, comme certains le pensent. C'est de l'éducation au et par le jeu vidéo. Il y a des choses passionnantes à faire avec, à dire dessus. Il faut accompagner les pratiques et c'est le seul moyen de faire changer les choses. Parce que par exemple, moi j'aime bien les jeux de combat parce qu'ils sont hyper stéréotypés et si on voit pas les stéréotypes, c'est vraiment qu'on a les yeux dans la poche. Donc en fait, utiliser les jeux qui justement sont hyper stéréotypés pour montrer facilement ces stéréotypes, comme ça tout le monde les voit, et ensuite on peut commencer à les déconstruire et parler d'autres choses. Donc en fait, il y a vraiment des choses à faire là pour... on peut utiliser les jeux contre-stéréotypés aussi, évidemment, et les jeux non stéréotypés, aller vers, donner la possibilité, montrer aux joueurs, montrer aux joueuses, montrer aux créateurs qui ne l'ont pas encore compris, aux créatrices qui ne l'ont pas encore compris, qu'on peut avoir des jeux non stéréotypé. C'est possible le non stéréotype. On essaye de nous dire que c'est pas possible. Si, c'est possible. Ça existe. On n'a pas besoin d'avoir un personnage qui domine un autre ou qui humilie l'autre pour que le jeu existe. On peut avoir pour qu'il soit bien et pour non qu'on puisse s'amuser. Ils sont bien. C'est ça. Donc éducation et non stéréotype, je dirais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fanny. Et j'ajouterais le fait que nous, en tant que personnes plus ou moins visible, moi absolument pas, mais peut-être Nathalie qui est streameuse, peut-être de vraiment inviter les filles à peut-être même qu'on soit plus ensemble, sans les garçons, parce qu'on est bien entre nous, mais à vraiment plus visibiliser le jeu vidéo, parce que
c'est quelque chose de tellement intéressant, tellement vaste, et il y a beaucoup de choses que j'entends à l'extérieur, typiquement ma sœur jumelle, qui me dit non, mais c'est que de la guerre, c'est que de la violence, c'est horrible. Mais alors que le jeu vidéo, si on n'aime pas le jeu vidéo, c'est comme dire j'aime pas le cinéma, j'aime pas les films. Ça n'a aucun sens. C'est tellement varié, il y en a pour tous les goûts, vous inquiétez pas. Et en fait, les filles, femmes, pensent que c'est que ça, que des stéréotypes masculins, alors que le jeu vidéo est tellement varié, tellement intéressant, et on pourrait, nous, participer à la visibilisation de ces œuvres, notamment par le biais de Femgeeks, par exemple. Donc voilà, inviter à visibiliser, à démontrer d'autres facettes du jeu vidéo qui sont peut-être moins connues. Tu m'as fait une transition absolument incroyable parce que on n'a rien préparé pourtant. Franchement, vraiment, mais c'est phénoménal parce que j'ai gagné un concours de podcast avec Radio France et du coup sur France Inter très bientôt je vais présenter un podcast que j'ai voulu appeler Vie déoludique, mais ils sont pas d'accord parce qu'ils aiment pas mon jeu de mots, qui consiste justement à parler de tout ce que le jeu vidéo a amené de positif dans nos vies, avec des épisodes justement basés, par exemple l'anecdote que je vous ai racontée au début de comment je suis tombée dans les jeux vidéo. Moi, les jeux vidéo m'ont littéralement sauvé la vie, et je veux raconter cette histoire aux gens à base de les jeux vidéo, ça aide par rapport à la dépression. Il y a vraiment des gens qui soignent leur dépression avec les jeux vidéo. Les jeux de vidéo, ça aide aussi par rapport au sport, ça aide. Enfin voilà. Et du coup, le but c'est de parler de tout ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. On parlait en mode montrer à quel point c'est pas que de la guerre et de la violence 100%. Et moi j'ajouterais un autre truc pour 2025, un truc que j'espère beaucoup voir. On l'a dit tout à l'heure, une des causes aussi qui fait que en tant que femme on n'est pas à l'aise dans les jeux vidéo, c'est le harcèlement, c'est la violence. L'éducation, c'est exactement ce qu'il faut. Le seul souci c'est que ça prend du temps, et en attendant que l'éducation arrive et se fasse, moi j'espère que les grosses compagnies de jeux vidéo vont un peu plus se bouger en termes de modération, parce qu'elles peuvent le faire. Qu'il y a une action politique aussi de la part des plateformes et de tout. Mais tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple des jeux compétitifs, notamment League of Legends, par exemple. League of Legends est connu comme étant un jeu extrêmement toxique. Et figurez-vous que League of Legends, ils ont quand même essayé de trouver des solutions pour diminuer la toxicité. Ils ont fait des études, ils ont engagé des psychologues et tout, ils font des tests. Et par exemple, ils se sont rendus compte que quand un joueur était extrêmement toxique et insultait ses camarades, qu'il était banni, et qu'après, quand il revenait, il avait plus le droit de parler dans le chat, ils ont noté une amélioration, c'est-à-dire qu'après la punition, 70% des joueurs ne recommençaient pas ce comportement. Alors c'est leur chiffre, peut-être qu'ils mentent, etc., parce que le jeu est toujours terrible, mais il n'empêche, ils ont réfléchi à des solutions. Et il y a une volonté politique déjà de changer les choses. Mais en fait, la seule raison pour laquelle ils ont commencé à penser à ça, c'est parce que la réputation du jeu était tellement terrible qu'ils ont été obligés d'investir de l'argent pour sauver la réputation du jeu, parce qu'ils perdaient de l'argent, en fait, tellement la réputation était terrible. Et en fait, c'est ça le problème. Pour l'instant, les plateformes, les grosses plateformes, les gros trucs de jeu, ils veulent pas faire de la modération. Ils vous diront qu'ils peuvent pas. La réalité, c'est parce que ça leur coûte de l'argent et ils estiment que ça leur rapporte rien. Parce que protéger les femmes, c'est pas un business, alors que laisser les racistes et les sexistes dire n'importe quoi, techniquement, ils payent le jeu, donc c'est un business. Et en fait, c'est ça aussi que j'espère voir arriver dans les années prochaines, c'est leur faire comprendre que les discriminations, c'est plus un business lucratif et rentable, et que s'ils gardent que le public masculin, ils se ferment 50% du public, et que ça a des conséquences. Waouh. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire après ça ? Moi, je réfléchis à des manières, on va dire, de transformer le paysage vidéoludique. Et je dirais que ça peut aussi passer par la création. Peut-être encourager d'autres personnes, des gens marginalisés par exemple, à créer leurs propres jeux vidéo, et pas forcément des gens qui ont fait des études dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, il existe des outils comme Twine par exemple, ou Bitsy, on en parlait tout à l'heure avec Fanny, qui permettent, sans forcément connaître la programmation, de créer des jeux, alors des petits jeux évidemment, mais en tout cas de s'initier et devenir créateur, créatrice. Et je pense que ça aussi, ça peut aider à bouger les lignes, en fait, à pas laisser la création dans les mains juste des gros studios ou des studios moyenne taille, mais aussi de se dire que tout le monde peut créer des jeux vidéo, en fait. Ça doit être démocratique. Moi, je trouve que c'est hyper important. Voilà. Oui, et puis il y a tellement de solutions grâce à l'Internet, de ressources open source, ou en tout cas de choses qui se créent pour que tout le monde puisse avoir accès, qu'il ne soit plus en effet quelque chose d'élitiste. C'est ce que tu disais. Exactement. Aussi. Merci beaucoup. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. C'est une rubrique conseil. Est-ce que, pour un petit mot de la fin,
si vous deviez vous adresser peut-être soit à des filles ou des femmes qui ont envie de faire du jeu vidéo mais qui osent pas trop parce qu'elles sont un peu timides, comme moi par exemple, ou à des joueuses, qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager, pour leur dire qu'en fait c'est un média et un loisir et une profession même parfois qui vaut le coup de s'y pencher? À part go, comme nous l'a dit Fanny. Moi, je dirais d'y aller en groupe. C'est vraiment trop bien de meute. faire ça. Ouais, vraiment. Hein. Ramener une amie avec vous, même les très jeunes filles, en fait, allez-y à plusieurs. C'est vachement, c'est tout de suite plus chouette. Vous pouvez vous parler ensuite de comment ça s'est passé. Et même, je lance aussi le truc autour du streaming. Le streaming de jeux vidéo, donc juste jouer aux jeux vidéo avec quelqu'un, un public qui regarde. Le streaming, alors... Ne vous dites pas que vous allez devenir streamer professionnel, ça ne marchera pas, à part si vous connaissez déjà des gens très célèbres qui vont vous pousser. Mais en fait, sans vouloir en faire une carrière, vraiment en tant que passe-temps, se dire hey, je vais me lancer dans le streaming, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux faire partie de mon équipe? Est-ce que tu veux modérer, etc. C'est super cool parce que c'est vraiment, je joue à un jeu, mes amis sont dans le canapé, mais ils sont de chez eux éventuellement. Et le fait de commencer déjà avec ses amis, ça vous crée une petite bulle super chouette de bienveillance et de gentillesse et ça vous donne un nouveau passe-temps. En fait, jouer à des jeux vidéo ensemble, c'est un peu la même chose que je regardais un film ensemble ou jouer à un jeu de société ensemble. Donc non seulement c'est vraiment une activité sociale, il faut sortir de cette idée de jouer à un jeu, c'est vraiment un truc bizarre ou quoi. C'est vraiment une activité sociale, ça vous donne des trucs de conversation et des passions communes et c'est quelque chose qui peut être très très positif et beau. Voilà. Moi, je dirais la même chose pour la création, en fait. Il ne faut pas se dire que voilà, tout ça parce qu'on n'a pas fait les bonnes études ou on a l'impression qu'on n'a pas forcément les capacités requises, que c'est pas possible. En fait, si, c'est possible. Créer des jeux vidéo, c'est créer des histoires, c'est créer des systèmes. On commence par du papier. Enfin voilà, faut pas aussi se dire qu'il y a une barrière technique forcément qui est là. C'est obligatoirement de la programmation informatique. Exactement. Très compliquée. Voilà. Un concept de jeu, ça se démarre avec du papier en fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être accessible. Est-ce que je peux faire mon instant promo? Absolument. S'il y a des gens que ça intéresse, moi je donne une formation sur la conception de Serious Game en janvier à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, alors moi j'ai un conseil surtout aux parents, c'est de ne pas acheter de console à vos filles parce que elles vont passer à côté d'un monde incroyable qui est le jeu vidéo. Et si vous leur achetez une console, ne pas leur acheter Charlotte aux fraises, SVP, c'est nul. Non mais... À moins qu'elle ne rêve que du jeu voilà. Charlotte aux fraises all night, quoi. Non, mais pour être plus sérieuse, je rejoins complètement Nathalie sur le fait de s'informer sur Internet, surtout si on est issu de communautés, de minorités, pardon, de bien s'informer parce qu'Internet est un monde cruel et sauter comme ça, parce que les jeux vidéo c'est cool, mais en fait c'est un nid de guêpes, voire un nid de meutes de loups qui sont prêts à vous attaquer. Donc informez-vous pour vous entourer de personnes bienveillantes. Il y a des groupes Discord queer, LGBTQIA+, féministes, etc. Donc vraiment, sautez pas à pieds joints comme ça si vous connaissez pas, parce que ça peut vraiment vous retourner la tête, surtout si vous êtes fragile. Chez nous, chez Fémigeeks, on est très gentils, si jamais. Et puis, et Nathalie, je pense qu'elle est très bien aussi. Et voilà, tournez-vous vers des groupes safe. N'y allez pas toute seule, je vais dire toute seule. Et appréciez le jeu vidéo, c'est trop bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on peut s'applaudir nous-mêmes, c'était cool. Je vous propose qu'on... Alors, on est un peu à la bourre à chasse, mais on peut prendre quelques questions, je pense, 5-10 minutes, comme ça. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions où vous êtes restés sans voix face à toutes ces discussions? Alors moi, j'ai pas une question, j'ai plutôt une remarque. Ah, vas-y. Moi, je travaille chez Logitech. Ah ouais. Et du coup, par exemple, qu'est-ce que... Il y a peu d'idées, genre, pour travailler dans la section gaming, il vaut mieux être gameuse et le fait qu'il y ait moins de... Comme ça, ta voix portera beaucoup plus. Mais du coup, je vais faire plus court. Qu'est-ce qu'une entreprise comme Logitech pourrait faire pour aider, quoi?
Je vous laisse répondre. Hein, En fait, Logitech, c'est un peu des bons élèves déjà dans ce domaine-là, parce que je sais qu'ils sponsorisent beaucoup de streameuses, et du coup en termes de visibilité c'est grave cool, et même dans leur visuel, dans leur publicité, on peut toujours faire mieux, mais ils essayent en tout cas dans leur publicité, quand ils montrent justement, regardez le nouveau clavier de gamer et tout, ils montrent autant des femmes que des hommes en termes de... Juste cette représentation-là déjà, elle est super importante et intéressante, parce que clairement, au niveau notamment toutes les boutiques qui revendent du matériel de gamer, de true gamer avec des beaux néons et tout ça, c'est vrai qu'on imagine tout le temps un mec devant son beau PC noir avec un néons, gros machin. Audi noir. Ouais, voilà. Et alors qu'en vrai, moi, si on regarde mon setup, c'est du noir de partout, giga gothique qui brille. Et du coup, c'est bien de montrer qu'il y a des meufs, etc. Et je pense que l'étape supplémentaire, c'est vraiment de sortir. Enfin, il y aura toujours un public pour acheter effectivement le magnifique clavier rose pour les femmes et le clavier noir pour les hommes. Non mais il n'y a aucune honte. On a tous le droit d'avoir des claviers roses, il n'y a aucun souci. Moi, mais j'adore le effectivement, rose. Voilà. Mais juste faire attention à ça et pas faire que ça en fait. C'est en profiter pour tout le, enfin en donner pour tout le monde. C'est trop bien. Et je sais que Logitech là-dessus ils essayent. Ils sont pas juste dans le noir et le rose. Ils font des trucs violets, ils font des trucs un peu adaptés, ils font du blanc et tout. Donc continuer dans cette lancée-là, je trouve ça super important et je pense que c'est un bon début. Très important pour tous les constructeurs gaming, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'invente. J'ai des mains d'un enfant de 10 ans. Voilà. Et comme beaucoup de femmes, on a des petites mains, des petits pieds aussi des fois. Et en fait, les souris ou les claviers ne sont pas du tout adaptés à notre morphologie, ou les manettes. Et en fait, pour le moment, les seuls que j'ai trouvés qui font des souris à ma taille, c'est Razer. La Viper Mini, si je peux faire la pub, qui est très bien. Et en fait, chez Logitech, pas possible. La plus petite, elle est beaucoup trop grosse et c'est pas adapté à ma morphologie. Donc, si vous voulez un petit peu, loin de moi, l'idée de donner des idées aux capitalistes, mais si ça peut m'aider, faites des setups adaptés aux femmes. C'est déjà une bonne piste. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'auditoire ? Tout le monde me regarde en chien de faïence, donc je pense que c'est non. Merci d'avoir été là pour cette table ronde et cette conférence. Et ben merci beaucoup. On peut s'applaudir une dernière fois et après on y va. Hein ? Oui. Du coup, je vais juste dire un dernier mot parce qu'on a parlé de jeux safe. On a un stand dans la tente gaming où vous pouvez venir jouer. On a quelques jeux. On a Celeste, Gris et Behind Every Great One, qui est un jeu sur les tâches ménagères. Incarner une femme au foyer des années 50, vous allez voir, c'est génial. Et du coup, on est là. Nous, on y sera aussi si vous voulez continuer à discuter avec nous. Il y a aussi, on a des portraits de femmes pionnières dans le jeu vidéo pour montrer qu'en fait, elles étaient là dès le départ aussi. Et voilà, n'hésitez pas à passer. Merci.